Bonjour à toutes et à tous. My God, en l'écrivant, je me dis que je peux pas ouvrir cet épisode en vous lisant encore que je suis ravi de vous faire découvrir mon invité. Vous allez vous dire que je suis tout le temps ravi, que j'en fais des caisses, mais franchement, j'ai de la chance. Allez, petite variante, je suis très heureux de partager avec vous mon échange avec Jean Valfort, mais je vais me justifier, vous allez comprendre pourquoi je suis content que cet épisode vous arrive. Jean, c'est un entrepreneur remarquable, à bien des égards. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe et si vous allez à Nice, par exemple, il y a à peu près 9 chances sur 10 que vous vous asseyez chez lui, dans l'une de ses adresses, puisque c'est lui qui signe les spots les plus cools de la ville et j'ose le dire franchement, c'est le genre de personne qui participe grandement à faire remonter la hype de Nice, qui en avait bien besoin. Ok, mais c'est pas le sujet. Dans cet épisode, vous allez entendre son parcours, la somme de ses expériences et surtout sa vision. Épisode passionnant pour tous les fous d'entrepreneurs, plein d'enseignements et de questionnements. On va parler de concept, on va parler de la manière dont on doit gérer une situation quand on connaît un succès immédiat. On va parler d'associés aussi, des beaux comme des mauvais jours sur ce sujet. Jean Valfort va nous raconter comment il est sorti parfois et a rebondi. Ensuite, Jean va vous parler des Dark Kitchen, car sans le savoir, c'est lui qui a posé l'idée en France, et ce, juste avant que le Covid ne débarque. Ouais, il a aussi inconsciemment parfois un grand sens du timing. On va parler de la taille critique ou opportune d'un restaurant, de l'association d'images avec de grands chefs étoilés, de la difficulté que représente la fermeture d'un lieu, de ce qu'on ressent quand on plante une affaire, quand on doit dire aux gens qu'on les licencie. On va parler de Paris et poser la question, faut-il encore entreprendre dans cette ville ? Spoiler, Jean a la réponse. Et puis aussi, on va parler de la manière dont on peut organiser son taf, ses équipes, gérer un groupe de plusieurs restaurants en structurant, y compris quand on bosse à distance. En résumé, quoi. Vous comprenez donc pourquoi je suis ravi de vous partager cet échange hyper intéressant qui, j'en suis sûr, vous fera poser de nombreuses questions. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef dans le format Chef d'entreprise. Ici, on parle de l'entrepreneuriat dans la food en racontant l'aventure de ceux qui écrivent au quotidien la restauration. Voici donc l'histoire d'un entrepreneur discret et dynamique, au parcours remarquable et dont l'énergie croît à mesure qu'il grandit. Voici l'histoire de Jean Valfort. Je suis né à Nice. J'ai passé 20 ans de ma vie, à l'époque avec une assez forte envie d'en partir, parce que la ville telle qu'elle était à l'époque, la ville est très belle, il fait très beau, mais j'avais envie d'horizons nouveaux et c'est pour ça que j'ai choisi des études de commerce. Personne dans ma famille ne fait du commerce. Moi, j'ai des parents médecins. Je suis même plutôt né avec l'antithèse du commerce autour de moi. Il n'y a pas de clients, c'est des patients. L'argent, c'est juste pour vivre, mais on n'est pas là pour prendre l'argent des gens qui viennent nous voir. On est là pour les soigner. Ça sent, tu t'es fait reprendre par ton père parfois quand tu disais ta clientèle et il disait non, c'est une patientèle. Complètement. Ouais, je vois très bien. Complètement. J'ai eu la même. Voilà, tu connais. Et donc, j'ai fait des études de commerce parce que je voulais me laisser le champ libre pour choisir et pas m'enfermer trop vite dans un secteur. Évidemment, quand tu pars en médecine, tu finis médecin. Pas en droit, tu finis avocat ou magistrat ou juriste. Commerce, c'était encore le choix. Donc, j'ai fait une prépa, une école à Paris, à côté de Paris. Et donc, j'ai débarqué à Paris avec toujours un objectif, c'était de faire de l'entrepreneuriat. J'ai jamais envisagé de travailler dans un grand groupe. J'ai fait des stages de la mort dans l'âme. Tu voulais de l'indépendance, de toute façon. Alors sans aucun jugement de valeur, c'est vraiment ma façon de le voir. Oui, c'est ton envie. Le concept des tickets restaurants, des congés payés qu'il faut poser en avance, etc., c'était vraiment pas pour moi. Tu voulais pas un badge autour du cou? Ah non, ça c'était horrible. Horrible. Et puis l'envie, en fait, de créer mon... Parce que pour le coup, j'ai peut-être des parents médecins qui nous connaissent rien en business, mais ils ont quand même un agenda qui est libre et ils sont libéraux par définition. Donc, je pense que j'ai été bercé par ça. Et donc, j'avais envie de créer mon propre chemin. Mais après, j'ai passé 5 ans en école, j'ai passé 5 ans à chercher dans quoi entreprendre. Et en fait, la restauration est venue par hasard. Je me suis jamais dit j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et ça va peut-être te paraître un peu étonnant. La restauration, c'est peut-être même un des rares secteurs qu'au début, je me disais, jamais j'irai là-dedans. Ah oui. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un des éléments de Nice, du course aléa à l'époque, du restaurateur qui chope le touriste, qui lui vend un kir, ou qui lui offre un kir pour lui vendre une pizza derrière.
Et surtout, il m'arrivait de passer dans la ville et de voir des restaurateurs avec des restaurants vides. Et ça m'angoissait, tu vois. Je me disais, mais quelle vie terrible. Tu vois, nous, on sortait et toi, t'es là en train de bosser et t'attends le client. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est le temps que j'ai terminé. Comment ça arrive ce moment-là, justement? Comment, quand on démarre, puisque tu pars avec cette envie, cette fibre entrepreneuriale, l'idée d'aller en école de commerce pour dire, bon, ben moi, je vais entreprendre, je sais pas trop, t'as pas le secteur en ligne de mire. Comment, à un moment, la restauration arrive dans ton spectre? Alors qu'en plus, tu viens de le dire, c'était un peu tout mais pas ça. Alors, je dirais pas contre mon gré, mais en tout cas, je m'y attendais pas. Pendant 5 ans, je me suis fait des amis. Notamment, j'avais un ami avec qui on avait envie d'entreprendre. On a suivi le même cursus entrepreneuriat à l'ESSEC, qui était c'était il y a 20 ans déjà. Ça passe vite. On a les mêmes problèmes. Et donc, on cherchait des sujets. On cherchait à monter des boîtes. Et il se trouve que lui, il est parti à Los Angeles et moi, je suis parti à New York en fin de cursus. Et là-bas, il a découvert un concept qui était hyper novateur pour la France. C'était le burger gourmet. Il est revenu de là-bas avec cette idée. Et il m'a dit, viens, moi je lance ça, rejoins-moi, on le fait ensemble. Moi je suis arrivé un peu après, il était vraiment à la genèse. On s'était mis d'accord sur un deal et on lance un restaurant qui s'appelle Blend Hamburger. Alors, il faut qu'on en reparle de cette histoire parce que moi je l'ai vu naître ce truc. Mais ça, vous allez le monter a posteriori. Tu termines tes études, tu plies tes études et tu montes ça dans la foulée. Parce que tu viens de nous dire que tu es quand même parti aussi à l'étranger, donc c'est aussi il y a certainement un aspect inspirationnel dans ces moments-là, dans ces voyages. Complètement. En fait, tu as l'impression qu'il y a une sorte de dynamique. Tu vois, tu es dans le flou, tu sais pas ce qui se passe et d'un coup, tu as des étoiles qui s'alignent et qui te disent c'est par là que ça se passe. Moi, je pars à New York, je vis 8 mois là-bas et en fait, je vis 8 mois dehors. Je mange jamais chez moi. Je suis tout le temps dans des restos. J'avais une chance, c'est que c'était le moment où le dollar était vraiment très bas par rapport à l'euro. Oui, tout était très accessible. On se projette tous en ce moment à New York. Et voilà. On se dit, aujourd'hui, c'est impossible. Injouable. Surtout quand tu es stagiaire. Ouais. Tu vois, genre, mais à l'époque, le dollar, pour 1 euro, tu avais $1,50. Faut quand même se rendre compte de ça. Et les prix n'étaient pas ce qu'ils étaient déjà. Mais du coup, je découvre la restauration en concept. Les immenses restaurants avec une déco incroyable. Il y a du bruit, il y a de la musique, c'est festif. Tu vois, vraiment un autre... Rien à voir avec le décor que je te dépeins quand je suis parti de Nice. Ouais. Alors, vraiment le jour et la nuit. Ouais. Le décor figé qui ronronne et le côté expérientiel. Voilà, l'expérience. Ouais. Et du coup, je passe 8 mois à New York et je change complètement de vision sur la restauration. Moi, j'ai toujours aimé la déco, le design, les jolis endroits. La Côte d'Azur, tu vois, tu nais quand même dans un espace où que t'ailles, c'est assez beau, quoi. T'as la mer, t'as le soleil, t'as une lumière incroyable. Pas pour rien qu'il y a des artistes qui sont installés là-bas et qui sont jamais repartis. Et je sais pas si ça m'a inspiré, mais j'ai toujours aimé ce côté expérience, lieu, tu vois, les jolies tables, les jolies chaises, la lumière, la musique. Mes parents faisaient des dîners. Mon grand-père était un cuistot, il venait d'Afrique du Nord et il faisait des espèces d'énormes banquets. Et j'avais ce côté festif en moi, je pense. Et du coup, je passe mes 8 mois là-bas et quand je rentre, mon associé de l'époque et ami, il avait déjà entériné le process. Il avait déjà commencé, il était venu avec l'idée, c'est la sienne. Il avait commencé à identifier un local, il a commencé à parler des banquets. Et moi, je me greffe là-dessus parce qu'il me dit rejoins-moi, j'ai besoin d'aide, on le fait ensemble. Donc, qu'est-ce qui t'attend de toi, selon toi, à ce moment-là? Et toi, qu'est-ce que t'attends de cette association et de ce projet? Qu'est-ce qui te parle? Je pense qu'à l'époque, me lancer seul, c'était quelque chose qui me faisait peur. Donc, j'étais content de rejoindre quelqu'un sur un projet qui était un petit peu déjà initié, tu vois. Ouais. Genre, il a fait le premier pas. Et lui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans la restauration, que tu pars avec 0 € ou très peu, concrètement, tu as besoin d'aide gratos. Ouais. Donc, tu as besoin d'un associé. Et donc, je le rejoins. À ce moment-là, si tu veux, moi, je parle à mon père. Je lui dis, je vais me lancer dans un concept de restauration. Il me dit, fils, tu t'as fait cette école peut-être pour faire, je sais pas, du conseil en stratégie, la banque. T'es sûr? Et je me retrouve à la sortie de l'école. J'étais quasiment diplômé, donc pour répondre à ta question,
J'ai pas quitté mes études, j'avais Ouais. fini mon truc, ça allé au fait bout jusqu'à du- j'attendre la cérémonie de diplôme. Ouais, c'était fait. Mais je me retrouve au sortir de l'école, alors que mes copains ils avaient travaillé en banque d'AF, à littéralement décrocher des plaques d'aluminium dans un restaurant chinois vraiment très bas de gamme, avec des cafards collés, tu vois, genre on se pas du tout ce qui était censé arriver à la fin de l'école. Et on lance le restaurant. Quand tu lances un restaurant que t'as pas d'argent au début, c'est vraiment physique. Enfin, moi, je perds 8 kilos, tu bosses 7 sur 7. Mais alors, il faut que tu nous racontes comment vous lancez ça, parce que avant de te retrouver à décoller ces plaques et de créer, du coup, ce qui va devenir un petit phénomène, mine de rien, à l'époque. C'était incroyable. Bah oui. Ça nous a surpris mais vraiment. on va se le raconter. l'histoire. On va se le raconter parce que moi, je l'ai vu de loin, je l'ai observé de loin. Mais comment, à quel moment tu montes à bord, où ça en est du projet et quelles sont les premières missions auxquelles tu vas t'atteler pour sortir cette marque de nulle part? Alors, je monte à bord alors que le projet est initié, le nom est identifié et le local aussi. Dans le deuxième, celui qui est dans le deuxième, c'est ça? Rue d'Argot. Exactement. Donc, je rejoins quand même un projet qui était déjà initié et une fois de plus, je suis pas du tout là pour m'attribuer le travail qui a été fait avant. Oui, mais on est au tout début tout de même. On en est au début tout de même. On est en pré-ouverture, sélection des recettes. Victor, qui était à l'origine du projet, était devenu une espèce d'ayatollah du burger, un mec qui s'y connaissait sur le bout des doigts. Vous allez chercher Yves-Marie, là? Voilà. Il avait vu Yves-Marie, il y a Yves-Marie Bourdonnais qui nous voilà. rejoint, qui nous fait le fameux blend. Et on trouve le bun parce qu'on identifie ce qu'on avait goûté à New York, à Los Angeles. On fait le bun brioché qui va bien. Est-ce qu'on peut rappeler l'année? C'était 2000. On a ouvert en 2012. 2012. Ouais, 2012. C'est important parce que le burger n'est à ce moment-là pas ce qu'il était. Le burger gourmet en France, personne n'en parle. On ne sait pas ce que c'est. Il y a rien. Le travail. Le burger, c'est McDonald's à l'époque. Exactement. Et peut-être un peu, il y avait comment est-ce qu'il s'appelle le coffee parisien qui faisait aussi un peu de burger, mais genre noyé sur dans le burger une carte gourmet, et c'était rien. pas. Ouais, voilà, c'est et ça. à ce moment-là, t'as plus ou moins 3 restaurants qui se lancent. T'as le Camion qui fume. Ah oui, exact. Premier food truck à Truck, Madeleine. voilà. T'as Big Fernand qui se lance en fait 3 ou 4 mois après nous. Un petit peu après, Blend. Ouais. Et donc il y a ces buns sur lesquels vous allez travailler, cette viande donc avec Yves-Marie Bourdonnais qui à l'époque se vend, c'est le boucher des stars. Yves-Marie, il y a lui et Hugo Desnoyers à ce moment-là, et lui il travaille sur la viande donc sur un. Et lui il adore le projet parce qu'en fait la base de Blend c'est de se dire beaucoup de choses se jouent dans le patty, le steak. Et d'ailleurs, le nom vient de là. Un blend, c'est un mélange de différents morceaux de viande qui lui donne un goût très spécial. Et Yves-Marie Bourdonnais, c'est un mec, si tu t'assieds à table avec lui, que tu manges l'entrecôte et que tu laisses le gras sur le côté, il se lave, il s'en va. Tu vois, il dit, la viande, le gras, c'est le goût. Donc, en fait, il te crée un steak. Je sais pas, c'est la magie noire, hein, il met son mélange. Ouais. Il nous prend la viande au début. Genre, en plus, on part en scooter de l'autre côté de la ville, je sais plus où est-ce qu'il était. Il était avec Victor Hugo, non? Un truc comme ça? Ah non, il était pas là encore. Il était en dehors de Paris. On part en scooter, on va chercher les sacs, genre le respect de réfrigération de la viande, ça nous parle pas, quoi. Heureusement, c'était l'hiver, donc ça passe. Et puis il y a prescription maintenant, donc je peux me permettre de le dire. Et on part, donc on fait ce steak, et en fait, le burger, il est vraiment dingue. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a marqué depuis, parce que je me souviens j'ai un de mes très bons amis qui vient chez Blend le premier jour de l'ouverture, et je me souviens de son visage quand il croque dans le burger, tu vois. Et genre, les gens, quand ils croquent dans un truc un peu incroyable, ils ont les yeux qui s'illuminent. Et moi, je me dis, ah ouais, c'est bon, on a quelque chose là. Ah ouais, t'as vécu ça, tu l'as vu. Tu le vis, tu vois. Je l'ai vécu avec ce burger-là, je l'ai vécu avec le magret de canard que j'ai servi dans un de mes restaurants dont on parlera après. Je l'ai vécu à quelques produits qui deviennent des killer items, tu vois, des trucs qui expliquent ton succès. Et donc ça veut dire que maintenant, quand tu montes un truc, t'invites un pote et puis tu regardes comment il prend sa première bouchée. J'adorerais le revoir. C'est beaucoup plus difficile maintenant parce que, en vrai, quand tu fais du burger aussi bien, c'est que t'es un spécialiste, tu fais que du burger. Moi aujourd'hui, je suis trop généraliste pour avoir la possibilité. Alors parfois, il y a des produits qui sortent qui sont vrais succès. Tu peux avoir des hits, mais c'est moins. Mais ce regard-là, c'est difficile de le retrouver. Ouais. Là, je pense que ça doit être plus le truc d'un grand chef qui sort un plat extraordinaire et il m'est arrivé en fait de l'avoir moi ce regard-là quand je suis allé tester d'autres produits chez un chef étoilé. Et donc là ça valide, tu le vois concrètement. Là, ça valide, et puis en plus on va se parler d'un truc commercial qui est dingue, c'est parce que moi je me souviens du début de Blend, la queue.
La queue. Alors attends, parce que donc on fait, moi je rejoins le projet, on décroche les plaques, on fait les travaux, genre c'est Tout petit local. Vancouver, fait de briques et de broc. Tu fais ça vraiment avec rien du tout, quoi. Le principe de blend, c'est donc un super bun, un super steak et des compotés. C'est-à-dire que au lieu de mettre, comme on voyait beaucoup, c'est les tomates crues, la laitue et tout, ce qui a une aberration dans un burger gourmet, on met des compotés qu'on fait longtemps, mijotés à base de cheddar. Bref, tous les produits sont hyper recherchés. On sert pas de Coca-Cola, tu vois, on sert un cola un peu spécifique. C'est hyper hype dans l'approche. Et beaucoup d'ailleurs à l'initiative de Victor. On ouvre le restaurant, les premiers gens qui arrivent, là, mon pote qui goûte, je me dis bon, il y a vraiment un truc sur ce produit, ça marche, quoi. Puis la presse commence à venir, mais tu vois, là, des petits articles de blog et tout. Et un soir, je suis au restaurant, on n'a pas de téléphone. Et là, le voisin, le restaurant d'à côté vient me voir et me dit que j'ai quelqu'un au téléphone pour vous. Ok, j'y vais. Et là, je décroche. Et là, c'était Amandine Péchioda de My Little Paris qui me dit bon, on est venu chez vous, on a testé le burger, ça a été super. On va vous faire un article dans la newsletter. Préparez-vous. Et raccroche. Tu vois, moi, à l'époque, My Little Paris, je connais pas. Ou c'est pas du tout ma typologie de lecture. Ouais. Toujours est-il que le truc sort. On a trouvé le meilleur burger de Paris. Et le lendemain, marée humaine. À midi, t'as 40 mètres de queue devant le restaurant. Et ça n'arrête pas. Et ça pendant des jours et des jours et des jours. Je me souviens d'amis de mes parents qui débarquent parce qu'ils veulent y venir voir le petit restaurant qu'on avait lancé. Et je les vois au fond de la queue en train de me regarder, genre avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et le restaurant dégueule de clientèle, genre c'était un succès fou. À cette époque-là, si tu veux, c'était vraiment le début de la restauration concept. Et ça démarre hyper fort, super succès, énormément de monde, très difficile à gérer parce que très fatigué de travailler 7 sur 7, t'es en production permanente, t'as pas du tout prévu de faire autant de volume, le restaurant est trop petit, tout le temps, tout le monde est épuisé. C'est marrant parce que ça, on en parle jamais. Tu sais, quand on entreprend, et il y a beaucoup de récits qui disent que quand on ne rencontre pas forcément la demande, quand on ne trouve pas son public, il y a des ajustements à faire. On parle peu des ajustements qu'on peut faire quand le public est là et qu'il y a et que tu l'as pas prévu, et que ça cartonne. C'est quoi les ajustements que vous vous retrouvez à faire justement quand devant chez vous il y a 50 mètres de queue? Les ajustements, c'est déjà le recrutement. Tu avais prévu d'avoir 2 personnes, tu vois. Moi, j'étais au comptoir, Victor était en salle, il y avait un mec en cuisine, il y avait quelqu'un à la plonge. Tu recrutes des gens. La deuxième chose, c'est que tous les endroits disponibles dans le local, tu les exploites parce que tu vas rajouter un frigo, tu vas rajouter tu rajoutes du froid, tu rajoutes du chaud, tu rajoutes de tout ça. Ouais, mais là, vous vous faites complètement dépasser, non? Parce que le là, succès, on fait 200, 300 burgers par jour dans un local qui fait 20 couverts, tu vois, ça donne une idée du débit, quoi. Et sans livraison. À l'époque, il n'y a pas de livraison, c'est que du sur place. Donc, en fait, littéralement, tu as tout le monde qui fait la queue comme ça, devant le restaurant. Les gens s'asseyent. Nous, c'était pas un but à la base, mais on avait tellement peu d'espace qu'on avait fait des petits tabourets en bois hyper inconfortables. T'étais assis comme ça, donc en fait tu restes pas. Donc en fait tu viens, tu manges ton beurre, tu t'en vas et puis on te met quelqu'un à côté et ça tourne comme ça. Et toi tu t'adaptes. Je me souviens d'une cliente qui arrive et qui me dit faut sourire monsieur, vous avez eu le succès que vous avez. Moi j'étais genre livide, tu vois, genre j'avais perdu 6 kilos, j'étais claqué. T'as envie de dire mais c'est dur, c'est genre hyper dur. Venez à ma place, ouais super, on a un super succès, c'est génial. En même temps, il faut sourire. Mais c'est hyper dur. Le deal, mais c'est dur. On va pas se plaindre. Il vaut mieux que ce soit dur dans ce sens-là que dans l'autre. Ça a été un vrai carton. Long story short, j'ai appris très tôt que les associations, ça peut mal tourner. J'ai appris très tôt qu'il vaut mieux écrire les choses quand on se les dit. Et sans m'attarder là-dessus, parce qu'on lave pas son linge sale en public, on s'est séparés et je suis parti. Au bout de combien de temps? Ça a été très rapide. Je suis arrivé, on était en août et je suis reparti et on était en juin. Tu vois, donc ça fait moins d'1 an. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Juste suffisamment pour voir ce que c'est que de lancer un restaurant qui cartonne et en fait de me créer 1 an de te faire dégommer. Tu te fais d'expérience. Tu te fais dégommer. C'est une masterclass accélérée. Énorme. Et surtout, en fait, tu découvres un monde où tu te dis, en fait, il y a un appétit grandissant pour la restauration de concept.
On est en 2012. Aujourd'hui, on se rend pas compte. On se dit, c'est évident d'aller à un restaurant beau et tout. Mais en 2012, c'était pas si évident que ça. Paris, c'était quand même essentiellement du bistrot, du gastro, de la brasserie et du café. Il n'y avait pas beaucoup de concepts, entre guillemets, en dehors des canaux classiques, comme tu dis, brasserie, bistrot, restaurant gastro. Ouais. Ce qui a complètement changé. Ouais. Enfin, beaucoup changé. Bah oui, maintenant, t'as des... Et qui est en train de rechanger dans l'autre sens, je pense, mais on en parlera après. Donc, je quitte le truc. La mort dans l'âme, honnêtement, c'est dur. T'as expliqué à tes parents que t'allais lancer un restaurant. Ça cartonne. Et après, tu leur expliques, en fait, je sors. Je sors. Autant te dire, t'as rien, tu sors de l'école. Moi, je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais j'allais pointer au RSA, quoi. J'avais pas de chômage. Je sortais d'une école de commerce assez prestigieuse, où quand tu sors, normalement, t'as un salaire comme ça assez élevé. Et je me dis, je vais chercher du job. Donc, moi, j'étais chasseur de tête à New York. Je me dis, la seule solution pour moi, c'est de redevenir chasseur de tête. Sauf que je vais voir les chasseurs de tête. Ils me disent, mais attendez, monsieur, vous étiez chasseur de tête, mais là, vous avez lancé un restaurant. Vous êtes sûr que c'est votre vocation, chasseur de tête? Les mecs, en fait, ils me démassent direct. Ils se disent, le gars, il va venir 1 an, il va se remettre sur pied et puis il va repartir. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'aller postuler chez les chasseurs de tête en essayant de dissimuler un peu son intention, c'est loupé, quoi. Dès qu'il te fait scanner. Normalement, les gars, ils savent. Ouais, en théorie. Mais je suis allé loin dans les process, hein. Franchement, dans des cabinets hyper prestigieux et tout. Et tu vois, et je me souviens, dans un gros cabinet c'était Heydrich. Je suis arrivé au partenaire et le mec, il me dit, franchement, j'adore ton profil, ça se passe trop bien, mais tu vas te barrer. Tu vas pas rester, donc ça sert à rien. Et donc, du coup, je suis pas rentré. Là, je ronge mon frein. Je fais ma déprime post-succès avorté. Et en fait, un pote me connecte à un gars qui connaissait, qui s'appelle Pierre Dutaré, qui faisait, lui, de la banque d'affaires, qui était un poil plus vieux que moi, qui avait gagné pas mal d'argent en banque d'affaires, mais qui en était très vite revenu, parce que c'est des métiers quand même très durs. Et pas forcément très lié à la vocation, et il voulait absolument monter un resto. Et donc il me présente à ce mec qui est un peu l'antithèse de moi à plein de niveaux, genre physiquement on se sent pas du tout, de la façon d'être, c'est un petit mec très fonceur, très alors que moi je suis assez laid back, un peu angoissé. Et donc, du coup, le match se fait assez bien parce que le gars, il est d'une ténacité, genre, il te chope et il te lâche plus, tu vois. Et il me dit, moi, j'ai fait de la banque d'AF, je veux monter un restaurant. Toi, t'as déjà fait un restaurant, il faut qu'on le fasse ensemble parce que tu sais faire, moi, je sais pas faire, mais on va faire. C'est marrant ce que tu dis quand même, parce qu'il y a une notion dans l'association, et pour le coup, quand tu pars aussi avec une expérience malheureuse, qui est forcément une blessure, ça affûte un petit peu les critères que tu dois dessiner pour choisir celui qui va t'accompagner, parce qu'on se parle de mariage, on se parle vraiment de, voilà, c'est un truc très particulier. L'association. Donc là, tu parles direct de qui on est, tu parles même du physique. Tu vois, c'est des trucs, c'est un feeling que t'as ou pas. Ouais, c'est vrai, mais parce que, en fait, tu nous verrais côte à côte, tu comprendrais ce que je veux dire. Ouais. Moi, je suis très grand, vraiment très grand, je mesure 2 mètres, et lui, il a une taille, un peu en dessous de la moyenne. Ne sois pas méchant. Non, mais tu vois, c'est pas du tout une critique. C'est vraiment parce que pour le coup, il a un tempérament que j'ai pas du tout. Il est très fonceur. C'est un bulldozer, le mec. Et j'en serais pas là sans l'avoir rencontré. Et ça s'est hyper bien passé avec lui parce qu'on a eu nos différends, on s'est engueulé parce que comme on n'est pas pareil, on se comprend pas. Mais par contre, on a toujours réussi à trouver un terrain d'entente et on a réussi à construire un truc. Complémentarité pour le coup. Ouais. Donc lui, il veut faire un truc. Donc lui, il veut faire un truc et il me dit, moi, je viens du Pays Basque, je veux faire un bar à Pinchos. Moi, Pinchos, à l'époque, ça me parle pas du tout. Tu vois, Nice, Pays Basque, genre, c'est deux mondes différents. On descend à Bilbao, ou plutôt on descend au Pays Basque, et on découvre les bars à Pinchos. Et là, je me dis, bon, de toute façon, tu vas faire quoi, mec? Genre, c'est bon, c'est passé. Tu vois, une rupture amoureuse, tu ramasses, mais après, faut que tu te retrouves quelqu'un d'autre, tu vois, sinon tu vas pas rester comme ça. C'est un peu le même truc. Et du coup, je lui dis, ok, vas-y, sur un coup de tête. Le Pinchos, c'est déjà un concept gastronomique en soi. C'est complètement et c'est un truc relativement inconnu à Paris. Ouais. Et du coup, on se lance sur un projet. Donc lui, quand je dis c'est un fonceur, c'est un mec qui est capable de faire des trucs que je suis incapable de faire. Il est capable de rentrer dans un restaurant, voir un mec qui est en train de bosser et lui dire combien pour que je t'achète ton restaurant, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. C'est pas du tout dans ma mentalité. Lui, par contre, il y va et genre, il hésite pas une seconde. Mais on se fait peut-être 70 fonds de commerce comme ça. Et un jour, j'ai un copain qui s'avère être un mec qui s'est lancé dans le burger gourmet juste après nous, Rudy, de Paris New York,
que j'avais pas trop vu au début de lancement de Blend parce que il y avait un mauvais fit entre lui et mon ex-associé, mais que je vois après la sortie de Blend et qui devient finalement un pote. Et ben, tu vois, Rudy, il me dit, je crois qu'elle, là-bas, au fond, elle vend. Tu vois, dans la cour des petites écuries. Ah ouais. J'arrive, le truc, il est au fond de la cour des petites écuries. Je sais pas si tu vois la Non. cour des petites écuries. C'est vraiment genre. Mais vers le, dans vers le le, dans le vers le 10e. canal. Ouais, dans le 10e, Ouais. t'as le rue Saint-Denis, rue du Faubourg Saint-Denis, et Ouais. puis tu passes sous une porte, sous un porche, et là, tu rentres dans une espèce de cour où t'as au début plein de bars à bière, et au fond, 2-3 restaurants, t'as l'historique Brasserie Flo, et puis, en fait, tout au bout, t'as un restaurant tout en verre, VE2RE, mais aussi tout en verre VERT, parce que dedans, c'est un restaurant malgache, avec un caméléon en papier mâché au milieu Charmant. de la... Tu vois le truc? Où tu dis, oh, j'adore. Et du coup, on va voir cette femme qui, elle, ça marchait pas très bien, et elle nous vend, et elle accepte de nous vendre son restaurant. Mais pour franchement une bouchée de pain par rapport à ce qu'on avait vu ailleurs, on a dû payer ça 130, une bouchée de pain. Ah oui. Pour un fonds de commerce à Paris, ouais. 130 000 euros, tu vois, Oui, ou oui. 140 000 euros. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, et c'est un peu ce qui a vraiment organisé ensuite notre développement, c'est que comme j'aime bien l'archi, comme j'aime bien le design, je m'inspire vraiment des lieux et je tombe sur le truc. Je me dis, c'est certes au fond de la cour, mais genre, il n'y a pas de bagnole, tu as des arbres en face, il y a des oiseaux. Le restaurant, il est intégralement vitré, donc tu veux faire un truc hyper moderne à l'intérieur. On peut faire un truc vraiment cool. On va voir des banques, 1, 2, 3, ils nous disent non 10 fois. Le 11e dit oui. Avec votre caution, les gars. OK. Et on se lance là-dedans. Moi, j'avais à ce moment-là mon grand-père qui était parti et j'avais récupéré genre 25 000 balles que j'ai mis dans la boîte. Pierre avait un peu plus d'argent de son expérience précédente, mais genre on met tout ce qu'on a à un fond, tu vois, genre on prend les poches, on met tout sur la table. On essaie de faire un restaurant avec vraiment les moyens du bord. On se trouve des archis. Alors attends, ils étaient où? Ils étaient en Europe de l'Est, un pays vraiment genre j'envoie un message en mode Bouteille à la mer. ouais, tu vois, ils faisaient des trucs hyper beaux. Vraiment, on les trouve sur Behance, qui est un site de je sais pas si tu connais, Très bien. mais hyper beau. Les gars, ils vont nous assassiner. On parlait au début avec Dorothée Mélison et tout ça, tu vois, c'était au début de leur carrière, mais qui était déjà trop cher pour nous. Ouais. Et le mec me dit ah oui, ça m'intéresse. À l'époque, un ticket d'archi, pour nous, c'était 25 000 euros. Et le mec nous dit, ça fera, voilà, maison horaire, ça fera 1 800 euros. Là, tu sais pas ce qu'il faut dire, en fait. Tu sais, si tu dois dire, il y a un problème, ne dis rien, Et donc, évidemment, on part avec eux. Ouais. Et ils nous sortent un super resto. Les mecs étaient vraiment forts, genre vraiment des 3D incroyables, un réalisme fou. Et on lance Farago, et qui est en fait le premier bar à Pincho, qu'on pourrait dire bar à tapas. Bon, c'était du marketing de dire Pincho, mais en vrai, c'est du tapas. Ouais. Mais le premier qui soit pas avec des têtes de taureau au mur, des photos de corrida, tu vois, genre le premier truc, genre ultra moderne, en mode Barcelone. Ouais. Avec du bois ciré sur les murs, avec la cuisine ouverte, et tout ça. Qu'est-ce qui fait juste à ce moment-là que tu te dis, ok, donc t'as un concept, pour le coup, qui est fort, qui est très dessiné, tu décides d'avoir une coque, une enveloppe marquée aussi, qui est dissonante par rapport à l'image, comme tu le dis, avec de la sueur au plancher et des têtes de taureau au mur, mais t'es au fond d'une cour. Comment tu te dis, toi, à ce moment-là, parce qu'il y a toujours ce pari quand même, ce frein, parce que je suis pas sur un lieu de passage, je suis pas sur le trottoir, ce frein, je vais arriver à le contourner. Tu crois en quoi à ce moment-là pour arriver à faire que les gens aillent tout au bout de cette cour que tu as décrite? Un truc très simple, c'est mon expérience Blend et My Little Paris. C'est qu'en fait, c'est le moment où la restauration vient de la restauration de destination facile d'accès, au sens où on commence à avoir des smartphones, on commence à avoir des réseaux sociaux, on commence à recevoir des newsletters. Et en fait, à partir du moment où tu n'es pas trop perdu, parce que ce qui était important à l'époque, c'était pas forcément d'avoir un emplacement numéro 1, mais d'être quand même dans une zone de chalandise cool. Ça passe. Pas loin, ça passe. Voilà. Et du coup, je me dis, on va faire de la presse. Mais c'est un pari. Parce que si tu fais pas de presse, t'es mort. Et évidemment, quand on se lance, je passe les coups de fil aux journalistes qui étaient venus. Et je leur dis, voilà, on vient lancer ça, venez. My Little Paris, Do It in Paris à l'époque et tout. Et ils viennent. Et ils font des papiers. Et ça commence à rentrer. Et on était 4, j'étais au bar, puis là, t'es en salle, il y avait 2 gens. On avait trouvé un... Ah non, j'ai oublié de te dire un truc. C'est qu'on a quand même construit un petit peu notre projet parce qu'on allait chercher un chef étoilé de Bilbao qui s'appelle Fernando Canales
et qui nous sort une partie de carte et qui nous sort les fameux killer items. Tu vois, on avait un truc qui s'appelle les bonbons au chocolat. C'est un produit Fernando Canales. Quand tu croques dedans, t'as les yeux qui s'illuminent. Ils nous signent la carte. On a César qui nous font ça. Bon, j'appelle les journalistes et puis le restaurant gentiment décolle. C'est pas aussi violent que Glen. Glen, c'était vraiment genre la marée humaine, mais là, c'est progressif. Mais le restaurant connaît un franc succès. Et en gros, on transforme le chiffre d'affaires. Le restaurant, il faisait 140 000 quand on l'a acheté. Il finit par faire 750. Ce qui est déjà vraiment pas mal en termes de progression. Ouais. Et donc, on était 4, et puis on est 5, 6, 7, 8. Et puis après, le restaurant, petit à petit, on se retire du bar, on donne la clé à un mec. Et on l'a fait, évidemment, pas dans une... Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais en tout cas, dans notre façon de le faire, plus comme un projet d'entreprise, de création de plusieurs entités et d'un groupe, si j'ose dire, que dans une logique artisanale où genre je reste au comptoir. Donc tu te détaches petit à petit avec dans l'idée de, voilà, on laisse les opérations, on les confie et nous, on va essayer de voir plus loin. C'est ça. Là aussi, le hasard fait son office. Il y a un fonds d'investissement qui vient nous voir et qui nous dit, les gars, ils étaient à côté. Votre restaurant est toujours plein. Nous, on a de l'argent. Tenez, on a 500 000 euros. Est-ce que vous voulez? Bah, on prend. Ouais. On prend les 500 000 euros et ça nous permet de dire, on va faire un deuxième projet. On a agrandi le premier restaurant et là, il y avait un produit qu'on vendait énormément chez Farago qui était un magret de canard créé par notre chef péruvien en cuisine je te donnerai pas la recette parce que c'est un secret. Mais en gros, il y a une marinade incroyable. Le truc tu goûtes le magret, tu te dis putain. Alors, waouh. Je sais pas pourquoi t'as des produits comme ça, genre ça marche, quoi. Et je pense que c'est moi qui pousse dans ce sens-là. À ce moment-là, on se dit, on n'a pas envie de répliquer le concept. On se développe dans une logique plus de groupe de restauration un peu diversifié, qui va créer. Alors, chaque adresse sa proposition plus ou moins, avec des inspirations, j'imagine, et il y a des résonances, mais en tout cas chaque chose différente. Voilà. C'est probablement parce qu'on est un peu con, un peu maso et qu'on aime bien quand c'est plus compliqué. Ouais, puis c'est aussi l'occasion de peut-être pas aussi mettre les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'à un moment, le monoproduit, ça peut tourner. Le sentiment à la base, c'est genre notre concept Farago est pas assez abouti, on n'a pas assez calé les process et tout. Le répliquer aujourd'hui, c'est peut-être un peu dangereux. Elle a une idée folle, vient à Pierre. C'était l'époque de Burger et Lobster à New York, à Londres. Burger et Lobster, c'était un concept un peu fou. T'allais et tu mangeais soit du burger, soit du homard. Et on se dit, tu sais quoi, on va faire un truc pareil. Et comme on vendait du canard à fond, on se dit, on va faire un truc autour des produits bien français. En l'occurrence, le canard et le champagne. Et, bon. Ça n'a aucun sens. Ok. Ça n'a aucun sens. Bon. À ceci vrai que quand tu manges du foie gras, tu peux en général boire du champagne, mais sinon les mecs qu'on est allé voir parce qu'on est parti à Reims, on allait voir tous les domaines de champagne qui nous ont tous regardé avec des yeux comme ça en mode mais vous faites quoi les gars? Le champagne, le magret de canard, ça ne s'est jamais mangé avec du champagne. Mais coup de bol, une fois de plus, on tombe sur un fonds de commerce dans le passage des Panoramas, une ancienne chocolaterie qui a 2 siècles avec façade classée, genre un restaurant ultra dans son jus. Très, très, très parisien, parce que le passage des Panoramas, c'est Emily in Paris, le truc. On achète ce resto, on lance le concept. Un domaine de champagne accepte de nous suivre, parce qu'il se dit, bon, ils sont fous les jeunes, mais j'ai envie de les écouter. Et puis, à cette époque-là, on se rend compte qu'en fait, le champagne, c'est un marché assez... t'as soit les grandes maisons avec beaucoup de marketing, mais qui sont pas forcément des champagnes de grande qualité, et des petites maisons qui travaillent beaucoup moins le marketing, et qui sont vraiment... qui ont un produit incroyable. Et qui le vendent beaucoup moins cher. Nous, on identifie une bouteille de champagne, je crois qu'on l'a acheté 12 €, je crois, à l'époque. C'est rare, une bouteille de champagne. On fait les travaux avec les mêmes archis, on fait tout nous-mêmes, tu vois, genre, parce qu'on n'a pas d'argent, quoi. Et on lance ce restaurant, et ça part. C'est marrant, ça m'est remonté là, dans mon feed Facebook il y a 4 jours. Vos souvenirs. Vos souvenirs. Premier restaurant de Paris sur TripAdvisor. On était numéro 1, tu vois. Et attends, c'est quoi le nom de ce restaurant? Canard et Champagne. Canard et Champagne. C'est le nom, quoi. Je me prends un procès je sais plus ce que c'est, la compagnie des vins de Champagne, parce que le champagne, c'est une marque. Tu n'as absolument pas le droit de l'utiliser. Donc, je me débat avec eux en leur expliquant, mais en fait, je l'utilise pas pour définir un produit autre que du champagne. Je vends du champagne. Donc, en fait, le restaurant s'appelle French Paradox. Pour ceux qui nous écoutent, le French Paradox est un paradoxe médical qui est lié au fait que les Français, malgré
le fait qu'ils mangent beaucoup de produits gras et notamment du canard Sont en bonne santé. ont et moins de vont maladies manger. cardiovasculaires Ouais. que par exemple les Américains. Donc French Paradox, canard et champagne. Ce truc et ça démarre. Le mec en Champagne nous appelle, il nous dit les gars, j'arrive plus à embouteiller, j'ai plus assez de débit. Mais c'est dingue. Ouais, Mais attends, ouais. mais qu'est-ce qu'on y mange? Des Du magrets? canard et du champagne. Mais Donc en vraiment. fait, tu arrives, Excuse-moi, mais- t'as 3 entrées, t'as Ok. du magret, une terrine, foie gras de canard, terrine Brochette de canard ouais. et une petite salade pour les gens qui veulent commencer doucement. Ouais. Ensuite, t'as magret, confit ou burger de canard. Et enfin, t'as des desserts qui sont pas à base de D'accord. canard. Avec Voilà, une si carte ça de veut dire. champagne. Par contre, une carte de champagne avec la coupe à 6 €, tu vois. Un truc comme ça. Et le menu, c'était 29 €, entrée, plat, dessert, coupe de champagne. Genre un prix atomique Ouais. à Paris. Ouais. Et du coup, on prend toute la presse, mon associé. À ce moment-là, je rencontre un mec qui travaille toujours avec moi, qui s'appelle Jean-François Montfort, qui était un gars qui venait de chez Yannick Aleno. Nous, on voulait un espèce de gérant du restaurant à l'époque. Donc, on l'associe. C'est lui qui gère le restaurant. Le mec, surtout, va faire des télés au Japon. Mais si tu veux, c'est du Prime de chez Prime au Japon. Donc, on se prend des wagons de Japonais qui débarquent à Paris, viennent tous chez nous. Le restaurant décolle, pareil. On le passe de 500 à 1,5 million d'euros. Voilà. Génial. Gros carton. Mais vraiment, les gens ils nous Ah, mais regardaient alors, en disant, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez? L'intuition. Qu'est-ce que ouais. vous foutez, Ouais. tu vois? Et là, tous les chefs, s'ils écoutent, ils vont se dire, c'est qui, c'est con, putain, mais mais dingue. on s'emmerde à faire de la vraie cuisine, et puis eux, ils arrivent avec du canard et du champagne. Mais en même temps, si c'est bon, pourquoi pas? Mais c'est vrai que le concept, sur le coup, Écoute, l'association, elle farfelu. tombe un peu de Après, nulle part. pour nous défendre, on avait vraiment sourcé le champagne, on était vraiment parti sur du champagne Ouais. de très grande qualité. Notre canard, c'est du canard Non, puis à un moment, la français, sanction, c'est que ça marche, ultra point. bien sourcé, ultra bien cuisiné avec cette fameuse recette, avec les gens qui Secrète. goûtaient le nombre de gens qui sont arrivés dans le restaurant en me disant j'aime pas le canard et qui Ouais. sont repartis en disant celui-là je Après, le le mangerai. canard en France, c'est une des viandes, c'est patrimonial, c'est le sud-ouest et tout ça, mais c'est une des viandes les moins consommées, je pense. C'est Alors attends, le magret de canard est un des plats préférés du français. Hein. certes, mais le magret, c'est un truc dans le truc. Enfin, je veux dire, le canard, c'est pas une évidence pour les gens, quoi. C'est pas parce que c'est une viande forte, parce que notamment beaucoup de femmes n'aiment pas la viande trop forte en goût. Tu vois, c'est un peu comme l'agneau. Tout le monde n'aime pas l'agneau. Ouais. Mais moi, j'ai plein de copines qui sont venues me disant bon, je viens parce que c'est toi, mais franchement, Ouais. le magret de canard. Et puis elles ressortent, elles disent c'est Ouais. bien ton magret de canard. Caresse. Ouais, bah ouais. C'est une caresse. Parce que alors, cette ça. sauce avait le mérite d'adoucir le côté fort de la viande. Faut que t'arrêtes de parler de cette sauce si tu la gardes secrète, hein, parce que ça va être très énervant et pour moi et pour les auditeurs. Mais ok, c'est un succès. Allez tester. Voilà, c'est un succès et donc on lance ce restaurant et puis on continue. Là, on fait un pas de travers, on se plante à moitié. On s'est pas planté parce qu'en fait, on l'a revendu plus cher qu'on ne l'avait acheté ce restaurant, mais on va dans le 6e rue de Seine, on achète une crêperie, on se dit on va réinventer la crêpe. Connerie. La crêpe, ça se réinvente pas. La crêpe, c'est un produit qui se mange très facilement, pas cher, en grand volume. Faut beaucoup d'espace. Après, il y a un mythe où on se dit tous, la crêpe, ça coûte moins cher, c'est le plus gros ratio, mais en fait, quand les gens mangent une crêpe, ils restent pas, ils boivent et pas, puis c'est pas un truc de groupe, c'est tu viens. Ce n'est pas un produit de destination, la crêpe. Non, ouais. Tu te dis jamais avec des potes, samedi, on va se faire une crêpe. Ouais, on va se dégommer 3 bouteilles, on va rester 6-5 heures à table. La crêpe, c'est genre j'y passe parce que je sors du ciné, ou je sors de l'opéra, ou bon, je suis en Bretagne, je mange une crêpe. Et en plus, c'est complètement assassin parce qu'en vrai, certes, tu fais de la marge sur la crêpe, mais ce que tu bois avec la crêpe, c'est du cidre. Et le problème du cidre, c'est qu'en fait, ça coûte très cher à l'achat et ça se revend très mal. Parce que les gens, il y a un prix psychologique sur le cidre, ça ne peut pas coûter si cher que du vin. Donc, en fait, le vin, tu vas peut-être l'acheter 3 € la bouteille, tu vas la vendre 25 sur les vins vraiment entrée de gamme. Ouais. Tandis que ton cidre, tu vas l'acheter 4,50 et tu vas le vendre 18. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, c'est pas, Oui, ça... et surtout, vrai problème, ça expliquera la suite. Le restaurant est un poil plus petit que Canard et Champagne. Et en fait, acheter un restaurant plus petit que ton précédent, c'est une forme de machine arrière sur ton process de... Mais c'est quoi, c'est psychologique? Non. En termes de gestion. Ah oui. En termes de gestion, un restaurant, plus c'est gros, à condition qu'il y ait un succès commercial, plus c'est facile à gérer. Ouais. J'explique notre move récent. Mais si tu veux bien, je t'explique après. Parce que en fait, ça a du sens par rapport à la suite. Donc, on fait Candelma, on le rend très vite. En 6 mois, on le revend. À Street Bangkok, il en fait un restaurant qui marche très bien, je pense. Mais nous, on s'en sort bien, sans égratignure.
Et là, on arrive en 2018. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut tirer un trait à ce moment-là de votre duo? Vous êtes toujours tous les deux On est toujours ensemble. Et toujours avec là, en 2017. là, vous vous fortifiez parce que vous avez 1, 2, 3 expériences, une qui vous satisfait moins, mais vous vous en sortez. Là, c'est avec Pierre, ça s'est toujours vachement bien passé. C'est solide quand même, c'est très hyper rapide bien en passé, fait. Et puis, tu vois, vraiment, genre un partenariat, je sais pas, tu vois, c'est sain, quoi. C'est sain. Ça tient à quoi, pardon? Parce que c'est sain. Ça tient au fait que ce soit écrit. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est un pacte d'actionnaires. On s'est réparti le capital et on se l'est signé. Et du coup, c'est écrit, c'est comme ça. Ça tient en fait qu'on n'était pas amis, donc on se disait les choses tout de suite. Quand t'es ami, t'as toujours tendance à être un peu sur la retenue par rapport aux remarques que tu pourrais faire. Ouais. Pour pas blesser, pour pas. Et du coup, quand ça sort fort d'un coup, tu vois. Et du coup, ça peut péter. Alors que là, c'est fluide, tu vois. C'est genre, je suis pas content de ce que tu fais, t'es pas content de ce que je fais. On se parle, machin. Comment on résout le truc? Et ça repart. Ouais. Et puis assez aligné sur le business, très complémentaire. Mais bon, fatalité, on est en 2017, 2018, on lance un restaurant qui est un peu genre un joker, parce que je me dis, on se dit, il faut qu'on sorte un peu de l'artisanat, une fois de plus, sans aucun jugement de valeur. Bien sûr. On essaye de s'élever un peu dans la hiérarchie de la gastronomie. On décide d'ouvrir un restaurant avec 2 non-stars. Donc, Tristan Hauer, qui est un décorateur extrêmement talentueux sur la partie déco. Mm-hmm. Le mec sortait, il venait de refaire l'hôtel de Crillon, pour te donner une idée. Et Gilles Goujon, à la cuisine. Et quand je te parlais de, tu vois, inverser les rôles et avoir les larmes aux yeux nous-mêmes, c'est quand je suis allé à l'auberge du Vieux Puy que j'ai commencé à vivre la chose dans l'autre sens. C'était à la fois la meilleure et la pire expérience de ma vie, parce que je pense que j'ai bouffé 50 plats en l'espace de 2 jours, avec Gilles qui t'arrive les trucs, il est incapable de te mettre autre chose qu'une plâtrée devant, et toi tu dis, je peux pas jeter. Donc tu bouffes, j'avais des espaces-fonds dans tous les... J'imagine. Mais bon, c'était une vraie expérience. Donc Gilles signe la carte. Je rencontre pas mal des partenaires avec qui je travaille aujourd'hui. Je rencontre Clarisse Fréchon, avec qui je travaille depuis. Et en fait, Clarisse, elle me dit, t'es en train de lancer un blockbuster. On achète un restaurant dans le passage des Panoramas. Et à ce moment-là, en fait, Pierre change de vie. Il se marie. La restauration est quand même quelque chose de prenant. Et il me dit, moi, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de changer. Et pile à ce moment-là, il se trouve qu'on est en train de parler avec un investisseur qui voulait rentrer au capital. Moi, je suis allé voir l'investisseur en question et je lui explique. Je lui dis, écoute, tu veux rentrer, mais sache quand même qu'un des fondateurs va potentiellement partir. Ça va peut-être changer ta façon d'analyser le dossier. Je me dis sur le coup, il va partir, il va pas venir. Et en fait, il me dit, non, mais ça me va très bien, je le rachète. Et il devient mon associé. Il s'appelle Georges, ça y est. Tu switches le duo originel t'es tout seul. Tu vois, genre, non, c'est toi le président, c'est toi les opérations, t'es associé avec quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien, genre j'ai une relation hyper, tu vois, c'est du mentorat, c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans les affaires, il a pas le double de mon âge, mais il est plus expérience. C'est derrière lui, quoi, l'expérience professionnelle, et du coup, quand j'ai un doute, on s'appelle et c'est génial, mais concrètement, t'es tout seul au turbin. T'as pas ton associé quand c'est la merde. T'appelles, tu dis on fait quoi, tu vois. Ouais. T'as pas ton frère d'embarcation, quoi. Alors je le fais quand même aujourd'hui avec Georges beaucoup, mais c'est sur des sujets de finance, de trésorerie. Oui, la stratégie, c'est pas le mec avec qui t'étais derrière le comptoir. Putain, qu'est-ce qu'on fait avec la camionnette avec camionnette le bac à graisse, ça fuit dans tous les côtés. Comment on fait? Et l'année 2018 est une année capitale parce que Georges rachète Pierre. Grâce à ça, on fait Aster parce que c'est un restaurant sur lequel on investit beaucoup. Et au même moment, se passent 2 choses. On va en parler parce que il faut en parler, mais après on va évacuer le sujet. Georges étant un investisseur aussi dans l'hôtellerie, il me parle d'un hôtel à Nice. Et il m'a dit, je suis un investisseur dans un énorme hôtel, un Marriott à Nice. Il y a un toit terrasse fabuleux, mais ils en font rien. Tu veux pas aller voir? Et j'y vais, je rencontre le GM, je rencontre le patron du groupe qui détient l'hôtel. Et effectivement, tu as un rooftop de malade mental qui fait 2000 mètres carrés, 360 degrés, vue sur la mer, vue sur la montagne. Le truc fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. C'est décoré un peu à l'hôtellerie américaine de l'époque, genre tu vois les sièges en plastique, les trucs qu'on laisse dehors et qui vieillissent pas, tu vois. Du coup, c'est dégueulasse. Je négocie avec le gars, il me file 100 000 euros. Je vais chez Maison du Monde, je vais chez Petruccioli, qui est genre une pépiniériste à côté de Nice. On fait un restaurant avec 100 000 balles. Et le truc fait un carton pendant tout l'été. Je mets 200 euros sur Facebook de sponsoring avec la vue, fait avec mon iPhone.
À Paris, je travaille avec Agence Melchior, t'as Gilles Goujon, Tristan Hauer. Et là, je vais Maison du Monde, le Pépiniériste, Facebook, et le truc, il explose. Il passe de 300 à 1,2 million sur la saison. Mais parce qu'il y a pas, il y a rien d'autre que ça. Enfin, je veux dire, t'as pas de concurrence. Cette proposition-là, elle n'existe pas. Les régions, on n'aime pas utiliser ce terme-là, la province, et tu vois, un peu comme Paris est derrière New York, Nice est derrière Paris. Et en fait, il se passe 5 ans après à Nice, ce qui s'était passé 5 ans avant à Paris. Ouais, bien sûr. Et comme c'est le début d'Instagram, c'est les débuts de Facebook, tous les habitants de la ville, ils voient sur Internet ce qui se passe à Londres, à New York, à Shanghai. Mais la restauration, c'est quand même un truc qui se consomme à proximité. C'est un des rares derniers trucs qui se consomme qu'à proximité. Bien sûr. T'es pas là, si t'es pas à côté du resto, tu peux pas y aller. Donc là, levier direct. Et donc là, ils voient le truc, ils débarquent, quoi. Ouais. On fait une saison de fou, on fait trembler l'hôtel de musique. Ils sont obligés de rembourser des chambres et tout. Enfin, mais bref, le restaurant est un énorme succès. Et parallèlement à ça, je lance un projet side. C'est mon défaut, c'est que je m'intéresse à pas mal de choses et du coup, j'ai du mal à rester focus. Et du coup, en 2017, on avait été le premier restaurant livré en France par Uber Eats avec Farago. Il y avait 3 restos, on faisait partie de ces 3-là. Et en 2018, nous vient une idée qui est de faire des restaurants uniquement dédiés à la livraison. On est tellement à l'origine du truc qu'en fait, le terme Dark Kitchen est une marque qui nous appartient. Ah ouais. Pour donner un peu le... D'accord, ouais, c'est le concept. Donc, donc on crée dans le 15e arrondissement un restaurant entièrement dédié à la livraison avec une marque de burger qui s'appelle Saint-Burger, une marque de poulet frit qui s'appelle Braise, bref, les premières marques virtuelles de restaurants en France. Ok, vous pouvez pas y aller, mais vous pouvez être livré. Voilà. Et le truc, pareil, explose. Au même moment, je fais Aster avec 2 très grands noms de la gastronomie et de la déco qui me coûtent 1,5 million d'euros. Et le restaurant, franchement, malheureusement, ça restera une forme d'échec pour nous parce qu'on n'aura jamais réussi à le décoller là où on voulait le mettre. Je fais un restaurant à Nice où je mets 200 balles de sponsoring sur Facebook et le restaurant ne désemplit pas. Et je crée une Dark Kitchen qui me coûte 100 000 balles et qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, bon, merci Gilles. on se pose des questions. Ouais. Aster est un restaurant que j'adore, mais qui a été assez maudit, je pense. C'est quoi les raisons du fait que ça ne prend pas selon toi? Parce que enfin, ça veut dire que de toute façon, les noms ne suffisent pas. Tu le dis, il y a un super décorateur, Gilles Goujon, on se parle d'un chef étoilé, meilleur ouvrier de France en l'occurrence. Bon. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Enchaînement de choses. C'est rarement, tu vois, un avion, il se plante jamais parce qu'il y a eu un problème. Il se plante parce qu'il y a eu un enchaînement de problèmes qui fait que... Je précise qu'Aster ne s'est pas planté, je l'ai vendu. C'est juste n'a pas atteint les là où tu voulais l'emmener. Alors, première chose, on a fait un super lancement, on a eu énormément de presse, c'est venu très fort, très vite. J'avais mal paramétré mon business plan, j'avais pas assez de couverts. Du coup, en fait, t'arrivais pas à aller tirer les chiffres qu'il fallait venir chercher. C'est une erreur perso. Ouais, volume. Voilà. Deuxième chose, on est sur le début de la problématique des no-shows. Et littéralement, ça m'a valu un article posté sur LinkedIn qui a fait beaucoup de vues. Littéralement, je pouvais perdre jusqu'à 20% de mon chiffre d'affaires par soir à cause des gens qui ne venaient pas et qui n'annulaient pas. J'ai des soirs où j'étais censé être full out et je me retrouvais avec une table. C'était délirant. Mais ce qui est fou avec ce truc des no-shows, c'est que on se dit, mais en quoi ça a changé? À quel moment? Comme si ça avait été une tendance, à un moment, t'en parles comme si ça avait été une tendance, parce qu'à une époque, on en a beaucoup parlé, c'était un vrai sujet. Aujourd'hui, on en parle moins. Parce qu'on prend des empreintes? Ouais, enfin, tout le monde ne prend pas d'empreintes. Beaucoup. Ouais. Et peut-être parce que aussi il y a une prise de conscience, tu vois, mais nous, au début, je pense que c'était pas mal intentionné. Ça passe beaucoup par la prise de conscience, hein, parce que les empreintes, c'est pas non plus, c'est pas 90% de la restauration. Ouais, mais peut-être on en a tellement parlé que les gens prennent le temps d'annuler, tu vois. Ouais. Là, le no-show, vraiment, ce qui était désagréable, c'est que les mecs, ils viennent pas, ils préviennent pas. Et donc, en fait, tu t'attends à faire un samedi où tu vas faire 150 couverts. En fait, t'en fais 4. T'as les frigos qui sont pleins. T'as l'équipe qui est full staff. Mais ceci dit, à une époque, je me souviens d'un truc où tu réservais dans plusieurs restos. Il y avait quand même un truc comme ça. Où tu réservais dans 3 restos. Ça arrive toujours, hein, je te rassure. Pour te donner le choix à la fin. Je te rassure. Mais là, c'était vraiment, puis c'est terrifiant parce que
Toi, le restaurant, j'ai oublié de dire ça, a mis 6 mois de plus que prévu pour faire ses travaux parce qu'on est dans le vieux Paris, les poutres étaient pourries, il a fallu faire changer les poutres, fallait assembler de copro, machin. T'es pendu, t'as mis beaucoup plus d'argent que prévu. Je dis putain, il faut absolument que ça rentre. T'as un succès énorme, ça téléphone de tous les côtés, tu sais plus où mettre les gens et tu te retrouves avec des restaurants vides parce que les gens viennent pas, parce qu'il s'est mis à pleuvoir en début de service. Ça rend fou. Ça rend dingue, vraiment. Du coup, on fait pas les BP. En restaurant, on fait quand même du chiffre, mais pas du tout au niveau de nos attentes. Et donc là, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais quoi? Je viens de lancer un restaurant à ce prix-là, j'ai testé Nice, ça marche du feu de Dieu, et j'ai Dark Kitchen. Bah, tu te dis bah, je fais Dark Kitchen et je fais Nice. 2019 arrive, j'ajoute à ça que 2019 a été une année très dure parce que c'était gilet jaune. Et nous, tous les samedis, ça passait le cortège devant les grands boulevards. Et on était fermés, quoi. J'avais les mecs, il y avait des gaz lacrymaux, j'enfermais les gens dans le restaurant. Fin de 2019, je sais pas si tu te souviens, grande grève, plus de transport en commun dans Paris. C'est le début d'un petit chapelet d'emmerde. Ah ouais. Voilà, d'un petit chapelet d'emmerde pour parler crûment. Et donc Aster, si tu veux, c'est comme un mec qui monte sur un vélo et sans cesse il se recasse la gueule et puis il remonte, il se recasse la gueule et du coup un peu dur. Moi 2019, je commence à déployer Dark Kitchen, j'en ouvre un deuxième, troisième, quatrième et je commence à explorer Nice. Et pile à ce moment-là, un super restaurant de Nice, un super emplacement de Nice qui n'était pas un super restaurant du tout. On m'appelle et on me dit ce truc est à vendre. Veux-tu y aller? Ça s'appelait le Hussard, c'est devenu Boccanissa. Je le signe en 2019. Je déploie mes Dark Kitchen. Mais là, attends, on se parle de trucs parce que tu déroules le fil comme ça en disant oui, bah ça je le signe, ça on m'appelle, bim bim bim. Là, t'as quand même acquis en quoi une décennie, une forme d'expérience qui fait que c'est à toi qu'on va faire appel. C'est parce que ce qu'on se raconte pas dans le négatif de l'histoire, enfin entre guillemets dans la coulisse, c'est les gens qui disent ah bah tiens il faut que tu l'appelles lui parce que c'est lui qui va faire quelque chose et tout. Là, t'as acquis quand même une espèce de notoriété, une assise, un savoir-faire, une expérience qui sont assez conséquentes quand même. Oui, alors après, tu es sur un marché très atomisé. Il y a des gens qui ont de l'expérience dans la restauration, on en a beaucoup. Et oui, effectivement, le mec de l'hôtel, il nous a fait confiance parce qu'on avait une certaine expérience. Il a quand même un hôtel qui fait 150 chambres chez Marriott. Tu vois, il peut pas s'adresser à n'importe qui. Oui, mais justement, tu n'es plus n'importe qui à ce moment-là. C'est quand même un truc qui est... c'est vrai. On a une petite notoriété, mais qui est hyper raisonnable. Enfin, tu vois, au même moment, il y a quand même des mecs qui ont monté Big Mama. Si tu veux, genre, je me compare pas à eux, quoi. Les mecs, ils sont partis comme ça. Nous, on y va plus progressivement. Oui, mais effectivement, on se fait une petite expérience. Et du coup, mine de rien, tu renoues un petit peu avec ton berceau originel, toi qui. Et donc, je renoue avec Nice. Là, tu vois, je commence à prendre des allers-retours sur la journée pour Nice, où je vais déjeuner avec mes parents. Un truc qui m'arrivait plus depuis 10 ans. Je me dis, c'est cool, tu vois. Mais donc, 2019, on ouvre 4 Dark Kitchen. Ce qui s'avère être beaucoup plus complexe que prévu, parce qu'on découvre le marché d'une restauration qu'on ne connaissait pas, qui est la restauration rapide. Encore plus dur que la restauration traditionnelle en termes de turnover de personnel, en termes de fidélisation, en termes de contrôle, en termes de contrôle qualité et tout ça. Donc là, t'as 4 points de vente. J'ai 5 Dark Kitchen fin 2019. Et qui sont toutes à Paris? Non. Et une à Bordeaux. Ok. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Bordeaux, ça marche trop bien. Comment on communique sur ces lieux qui, de fait, ne reçoivent pas de public? Tu communiques pas. En fait, à l'époque, l'algorithme de Uber Eats était un algorithme qui était essentiellement nourri par la performance opérationnelle. D'accord. Donc, à partir du moment où tu recevais une commande, tu l'as shippée en moins de 5 minutes, le mec l'avait en moins de 10 minutes, il te mettait une bonne note, t'étais tout en haut. Ah ouais. C'est plus du tout le cas maintenant. Et à l'époque, je sais pas si ça te parle, mais il y a un livre qui parle de la théorie océan bleu, océan rouge. Il t'explique les univers concurrentiels. Océan bleu, c'est l'univers concurrentiel où il y a personne. Les marges sont fortes. Tu peux faire de la croissance. En gros, tu gagnes ta vie. Ouais. Océan rouge, c'est le marché concurrentiel hyper dense. Saturé. Les marges s'effondrent. À l'époque, la livraison, c'est un océan bleu. Il y a personne. Il y a que nous. Donc, ça marche bien. Hein, tu vois, on signe le coup Boccanissa en novembre 2019. Et fin 2019, c'est l'enfer sur Aster, les restaurants du passage, les restaurants de Paris de façon générale, c'est la guerre à Paris, quoi. Ouais. Gilets jaunes, ça brûle, enfin genre vraiment c'est la guerre. On arrive début 2020 et on recommence à rouvrir Aster qui repart de plus belle, machin. Et là, il se passe un truc, il y a Macron qui dit faut fermer. Ouais, c'est la guerre pour le coup, il dit c'est la guerre. Faut fermer, voilà, c'est la guerre, vraiment. Ouais. Et là, on ferme.
je vais pas refaire l'histoire. Il y a des tas de restaurateurs qui ont parlé du truc, très bien soutenus par nos banques, PGE, machin, chômage partiel. Et nous, on reste ouvert. Parce qu'en fait, comme on a les dark kitchen, je pense que sur la première semaine du Covid, on doit faire partie des peut-être 15 restaurants qui sont restés ouverts en France. Mais littéralement, McDonald's était fermé. Tu vois, genre du overnight, je prends les équipes de tous les restaurants de Paris et je les envoie, je les staff dans les dark kitchen parce qu'on fait x10 sur les volumes. C'est genre, c'est blend, tu vois, en version 2020. On commence à envoyer du burger. Ça part fort. Moi, en parallèle de ça, je suis quand même en travaux sur Boccanissa. Donc, je prends l'avion Air France pour aller à Nice, où on est 3 dans un Airbus A320. Et on me demande mon passeport pour rentrer à l'aéroport de Nice en mode la douane, tu vois. Ah ouais. On fait les travaux. Là, je commence à prendre confiance et Boccanissa, on fait les travaux maison. Avec un studio interne, une déco interne, direction artistique. Et en fait, je m'inspire de ce que j'avais fait chez Farago on the Roof, qui était donc le restaurant sur le Marriott, et je fais une offre quasiment similaire chez Boccanissa, puisque c'est aussi un restaurant avec un rooftop. Superbe restaurant sur 2 étages, c'est une maison de ville incroyable. On est en PLS, hein. Genre on est les dark kitchen, c'est le succès. Je passe sur BFM TV, les visionnaires, on n'a rien prévu du tout. Hein. Genre c'est vrai. Les mecs qui avaient imaginé, non, pas du tout, les gars. Genre nous, on était là au bon moment. C'est tombé. C'est tombé. Les allers-retours avec les travaux, les autres restaurants qui sont fermés, vas-y, le siège qui est encore ouvert, tous les autres restaurateurs, ils sont arrêtés, nous on bosse. C'est marrant de se dire que par fatalité, il y a eu un succès commercial qui était inattendu parce que l'outil était là et le contexte a fait que cet outil est devenu c'est ça, utile. Mais c'est ce que je te dis, c'est... Et en même temps, vous vous retrouvez à bosser là où tout le monde se met un petit peu à l'arrêt et mine de rien, ça aura aussi certainement des intérêts, ça va faire décanter les choses, mais vous êtes pas du tout dans le même mouvement que toute la profession en fait. Et donc du coup, quand ça rouvre, vous avez pas arrêté en fait. Bah non. On n'a pas arrêté. Et en fait, c'est pas pour étaler ma science, mais t'as un autre bouquin qui s'appelle Le signe noir de Nassim Taleb, qui est un mec c'est un gars qui fait des statistiques et qui dit en gros que statistiquement parlant, les événements les moins probables dans ta vie sont ceux qui auront le plus d'impact. Tu vois, le Covid, alors que t'as ouvert des dark kitchen jusqu'avant, en termes de capacité à le prévoir, c'était 0. Ça arrive. Et Boccanissa, le fait qu'un jour un mec m'appelle en me disant ce restaurant est à vendre, c'était 0. On lance Boccanissa. Ceci dit, économiquement, c'est un bon levier aussi. Pour le coup, ça tombe du ciel, ce truc. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, on verra que le problème de Dark Kitchen, c'est que c'est pas rentable du tout. Ah bon? Parce qu'en fait, et comme ça, on évacue ce sujet, ok? Ok, allez, ça marche. Nous, au début, on est seul sur notre marché. On a des marges qui sont maîtrisées, des relations avec les plateformes hyper saines, aucun besoin d'investir en publicité. Et pas de concurrence par les prix. Le Covid arrive et à ce moment-là, moi le premier, on se dit quelle opportunité. Mais c'était pas une opportunité du tout en fait le Covid. Le Covid c'était une putain de menace. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le VC money, tu vois, l'argent des venture capitalistes. Ils en ont plein les poches. On est en 2020, les taux sont tout en bas et qui commencent à arroser le marché de la livraison de repas avec des centaines de millions de dollars et d'euros. Et donc ça peut être un peu dur à dire comme ça, mais une forme d'apprenti sorcier, des mecs qui n'ont jamais fait de la restauration de leur vie, qui débarquent avec 10, 20, 30, 100 millions d'euros pour faire des dark kitchen. Et qu'est-ce qu'ils font pour faire des dark kitchen? Tout ce qui se fait dans le SaaS, dans tous les sujets d'ordre tech, ils font du dumping de prédation. Genre, ils arrosent le client en disant un burger acheté, un burger offert. Ils investissent sur des ads pour arriver tout en haut de la plateforme. Donc, en fait, un marché qui, structurellement, est un marché avec des marges assez limitées, à environ 2 à 3 fois inférieures à celles de la restauration traditionnelle, qui sont déjà pas énormes. Eux, ils font éclater ça en... Eux, structurellement, ils te font un truc où tu perds du fric. Parce que d'un coup... Ils créent une bulle et en fait, elle est artificielle parce qu'ils ont juste mis de l'argent pour... Et ça n'a pas de sens parce que, autant quand tu crées un logiciel, en tout cas, c'est mon analyse, tu fais un logiciel, les gens s'inscrivent chez toi parce que tu leur as fait une super offre. Après, ils sont loqués. Tu vois, genre, ils ont pas envie de changer, ils ont pas envie de c'est devenu leur truc. Autant un burger, quand on te l'offre, le lendemain, si je t'arrête de te l'offrir, le voisin offre, je vais chez le voisin, je m'en fous. Tu vois, genre, ils ont tué l'outil. Voilà. Et donc, en fait,
en 2020, on a commencé à pivoter le système. Je te disais que ça devenait un peu compliqué de scaler le groupe avec des petites entités. On est passé sur un modèle de franchise où en gros on proposait à des entrepreneurs individuels de s'acheter un local et nous on leur balançait des marques virtuelles, tout le savoir-faire, l'approvisionnement et tout ça, la franchise quoi. Ouais. Et là en fait, le marché devient hyper tendu parce que l'offre grossit. Les algorithmes deviennent fous. T'as plus du tout cette logique de prime au meilleur opérateur, mais c'est plutôt prime au mec qui prend le plus d'ads, qui fait le plus d'offerts et tout. Des tas de gars qui arrivent, qui disent, bah voilà, un burger acheté, un burger offert. Là, ça devient un bain de sang, océan rouge. Et tu te retrouves, donc, en fait, avec des marges qui diminuent, des franchisés qui opèrent, finalement, pas aussi bien qu'on aurait voulu le faire. Ils ont beaucoup de courage, et franchement, genre, nous, à la fin, on s'est planté. C'était terrible comme moment à vivre que de se dire, bah, on a entraîné des gars dans un projet et, bah, en fait, on se plante et puis eux, on les laisse, quoi, tu vois, genre, ils se démerdent. Ça a été vraiment un cas de conscience hyper dur. Les banques qui commencent à serrer les vis de l'investissement, qui commencent à augmenter les taux d'intérêt. Donc les gars, quand ils s'endettent plus cher. Donc en fait, tout s'effondre. Il n'y a plus de fric, quoi. Et le marché, donc nous, on avait créé Devor, qui était devenu la marque de franchising de Dark Kitchen. À ce moment-là, en plus, les VC, après avoir mis des millions sur la table, 2023, ils freinent pleine balle, il n'y a plus rien. Tu vois, sauf quand tu fais de l'IA, tu vois. Impossible de lever des fonds, donc on ferme. Le marché est claqué, d'accord, ok. On ferme boutique. Échec professionnel, enfin échec entrepreneurial. En France, c'est très mal vu. Aux États-Unis, je dirais, t'as appris. C'est vrai, on a énormément appris. Très dur quand même à vivre parce que on avait qu'à ouvert 25 points de vente. C'était une belle histoire. Qu'est-ce que tu en retires justement, puisqu'on se parle de la bonne philosophie qu'il faut avoir en cas d'échec et des entrepreneurs qui n'échouent pas? Bon, j'en connais pas beaucoup et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un apprentissage de fait. Qu'est-ce que tu en retires toi de ce que tu ne voudrais pas reproduire? En quoi ça t'a aidé cette expérience-là par la suite? Au-delà de te dire, bon, ce modèle-là, ce système-là, il a plus lieu d'être, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, il est plus exploitable. Est-ce qu'il y a des valeurs que tu t'es dit, ça, j'irai pas ou... Ouais, je pense que j'ai été trop... C'est lié à ce que je te disais sur cette espèce de... Je pense avoir une assez mauvaise culture commerciale de base et qui fait que j'ai pas identifié tout de suite des choses qui pouvaient être des risques que d'autres ont peut-être vu avant moi, notamment les problématiques de marge, la dépendance aux plateformes. Tu vois, je suis parti un peu fleur bleue, genre en mode fleur au fusil plutôt, genre on s'entend super bien, ça va bien se passer, tu vois. Donc peut-être être plus sur l'analyse en amont du business avant de se lancer et pas juste se dire il y a un truc, j'y vais. Surtout quand on est dépendant d'une structure qui n'est pas la nôtre. En l'occurrence, là, tu parles d'application. Donc c'est vrai que tu remets tu te mets dans les mains d'un outil dont tu n'as absolument aucune maîtrise. Ouais, complètement. Après, j'ai appris des choses sur moi-même aussi. Je vis très mal, en tout cas, peut-être que ça changera, mais à ce moment-là, je vivais très très mal le concept de cramer du cash. Le startup, c'est genre je lève des fonds, je crame du cash pour potentiellement aller chercher un produit. Moi, c'est un truc qui fondamentalement m'angoisse. Moi, j'aime bien que quand le lendemain, il y a un peu plus d'argent que la veille sur les comptes et que j'ai l'impression d'avoir, grossi. Mais il y a quelque chose qui est presque contre nature quand on se parle justement de cramer du cash ou de ces gens qui lèvent justement ou de ces robinets qui s'ouvrent parfois et du cash qui tombe sur des systèmes, sur des marchés. C'est presque antinomique de la manière dont le commerce devrait fonctionner. C'est une façon différente de faire du business. Moi, je veux pas les critiquer parce qu'il y a des succès énormes qui se sont faits grâce à ça. C'est un mindset différent. Tu vois, et aujourd'hui, nous, on est quand même des restaurateurs, on est vraiment, tu vois, des exploitants, on est des centimiers, on réfléchit différemment. Moi, j'ai des potes et sur la longueur aussi, extrêmement bien réussis en levant des fonds, oui, mais dans en le même cramant secteur, du cash dans le secteur de la tech. Ah oui. Non, pas de la restauration. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des boîtes qui ont levé énormément. Tu vois, t'avais des boîtes dont j'ai oublié le nom, américaines. Les boîtes, c'était des licornes, ça valait des milliards. Ils ont fermé boutique. Ils ont fermé boutique. Donc ça, c'est un point, c'est sur moi. Et après, des sujets, mais d'ordre plus... tu vois, c'est par rapport à la frustration de la fermeture. Nous, on a fermé une boîte, donc j'avais déjà des investisseurs, notamment des gens auxquels je tiens, qui avaient investi de l'argent, qui sont des investisseurs très chevronnés, donc qui ne m'ont jamais reproché le truc, mais je ne peux pas m'empêcher encore aujourd'hui de me dire j'ai perdu leur pognon. C'est un truc que j'aime pas.
Et je dis pas que ça m'empêche de dormir, mais en tout cas, j'y pense toutes les semaines. Le caillou dans la chaussure. Voilà. Même s'ils me l'ont jamais reproché. Et puis ensuite, on s'est aussi planté avec d'autres entrepreneurs. On a pris des franchisés. On leur a dit, regardez, ça a marché. Le franchisé est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il prend son risque, on lui fait signer un papier gigantesque dans lequel on lui dit, les risques, c'est ça, les risques, c'est ça, les risques, c'est ça, les risques, c'est ça. Autrement dit, si tu te plantes demain, c'est ta faute, c'est pas de la mienne. Il le sait. C'est vrai. Oui, mais bon. Mais quand même. Ouais, tu les embarques. Tu les embarques. À un moment, tu les convaincs. Puis tu vois, moi, ils étaient là, ils m'ont regardé comme une espèce de gourou, il a tout compris, le mec t'es un génie, les gars, tu les mets au tapis, putain, fait chier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ce que j'apprendrai aussi, c'est si jamais demain je dois monter une boîte et me planter, je préfère le faire seul qu'en emmenant un peu de monde avec moi, quoi. Voilà. Mais j'espère que ça ne m'arrivera plus. Fin de ce chapitre. C'était Dévore, on a fermé la boîte l'année dernière. Et comme quoi, la vie est faite de bons et de mauvais rebondissements. Au même moment, je lance Bocanissa à Nice en 2021, qui est un succès incroyable depuis. Quand à Paris, la réouverture post-Covid était un calvaire pour nous parce que nos restaurants sont dans un passage, il n'y avait pas de terrasse et tout. La ville avait été désertée. À Nice, c'était la guerre. Le restaurant aujourd'hui fait 1,5 fois plus en EBITDA ce qu'il faisait en chiffre d'affaires quand je l'ai acheté. Ah ouais. Pour te donner une idée c'est des ratios assez rares. Du succès. 1,5 fois l'EBITDA, 1,5 fois le chiffre d'affaires qu'il faisait, c'est devenu l'EBITDA. C'est ça. Et le chiffre d'affaires a été multiplié par 5. Et d'ailleurs, Dark Kitchen a été très utile là-dedans parce qu'en fait, on a pensé le restaurant avec une logique de préparation, d'assemblage en cuisine, d'envoi hyper optimisée, avec des postes hyper optimisés qui venaient de tout ce qu'on avait appris sur le terrain du Dark Kitchen, qui était de l'envoi. Ok, ça passe par quoi? Tu compartimentes les tâches à fond? Déjà, c'est un concept de tapas, c'est un concept où t'envoies au bon et pas à l'assiette. C'est-à-dire que t'arrives à table, je prends plein de trucs, et les bons dégueulent dans la cuisine, et le chef, il envoie. Donc en fait, la production, elle est permanente. Okay, il n'y a aucun genre entrée, puis on attend, et après j'envoie le deuxième plat. Okay. Donc on gère pas le timing. Il y a une assiette qui est commandée, elle sort. Ça produit. Ok. Ensuite, la conception de la cuisine. La cuisine, elle fait 25 mètres carrés, ils font 400 couverts. Genre, c'est énorme. La conception de la cuisine, la façon d'interagir entre les postes, le positionnement du chef. Ça a été pensé en fonction de la proposition et de la carte. C'est ultra optimisé. Parce que du coup, on a besoin de relativement peu de personnel en cuisine pour faire énormément de couverts. Et après, il y a un ensemble de choses. La maximisation du nombre de couverts dans le restaurant. Appris de mon erreur sur Aster. Le loyer, le capex, toutes ces logiques-là. Qui font que c'est un restaurant magnifique, qui réussit très très bien et qui est un vrai succès et qui ne désemplit pas et qui est en croissance permanente, tu vois. Et pour continuer l'histoire, là, je joue ce restaurant-là. Pour rappel, j'ai Aster, Canard et Champagne, Zola, que j'ai ouvert aussi, qui est une pizzeria dans le passage des Panoramas, Farago, que j'avais vendu juste avant le Covid. Et moi, je suis à Paris, un peu embourbé dans ces Aster et tout. Et je me dis, putain, mais il y a ce restaurant à Nice, il fait 3 fois le chiffre d'affaires d'Aster. J'en entends pas parler parce qu'en fait, j'ai un directeur qui gère les opérations et ça roule. Et ça roule. J'ai mon associé, mais genre, il y a un truc là, il faut que moi, j'identifie 2 sujets. La première, c'est que Paris, il faut se barrer. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire plus que des gros restaurants. Depuis, on ne fait plus que des gros restaurants. Alors, pour moi, un gros restaurant, c'est 4, 5, 6, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand nos restaurants à Paris faisaient 1,5 million au max. Pourquoi est-ce qu'il faut faire plus que des gros restaurants? Parce que il faut se rappeler que le Covid à Paris a duré bien 2 ans. C'est-à-dire qu'on a fermé en 2020, on a rouvert en été 2020, on a refermé en hiver 2020, jusqu'à l'été 2021. Mon Aster est resté 2 ans fermé. Pourquoi? Parce que Aster, c'est un restaurant d'hiver, c'est un bistrot dans un passage sans terrasse. Donc, en fait, j'ouvrais quand j'ai pas de clients et je me retrouvais littéralement avec personne dans le resto. Tu vois, l'angoisse que j'avais jeune à Nice, en passant je l'ai vécu. C'est toi qui l'avais. Je passais une journée devant mon restaurant comme ça et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est une question que tu m'as posée tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu. Aster, c'est un ensemble de choses et je pense aussi que j'avais trop taffé ma déco par rapport à l'offre et qui faisait peur. Tu vois, le côté, genre, j'avais un mec qui vendait des pizzas à 15 balles à côté de chez moi et moi, j'avais un menu entrée-plat à 15 balles. Les gens venaient chez moi et ils disaient c'est trop cher, ils allaient bouffer une pizza. Sauf que lui, il est servi sur des tables en formica et moi, j'avais des fauteuils Tecne à 400 € pièce, tu vois. Et du coup, en fait, le psychologie du client qui arrive dans un endroit même avec tarif, une très même belle déco, ticket, mais il se dit c'est cher.
C'est comme ça que j'ai analysé. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est comme ça que j'ai analysé. Donc, Astervide, et puis donc, j'avais fait un choix à ce moment-là, c'est de construire ma boîte pour faire de la croissance. Et je l'avais fait un peu dans une logique stupide de, genre justement, VC modèle, tu fais grossir ton truc. En fait, la restauration est un métier lent. C'est un métier de long terme. Il faut pas presser le truc. C'est plutôt un métier de bilan que de business plan. Il faut regarder derrière plutôt que devant. Les banquiers, ils se disent, tu lui dis, je vais aller là-bas. Il dit, oui, mais t'as fait quoi pour l'instant? Donc, c'est assez frustrant, mais c'est comme ça. Et du coup, j'avais recruté trop de monde au siège en disant, je vais ouvrir plein de petits restaurants. En fait, ça marche pas du tout. J'étais devenu hyper céphale. Toute ma marge était engouffrée dans mon siège. Et donc là, je me suis dit, je change complètement le modèle. Je réduis énormément ma masse salariale. Je prends qu'une... Tu vois, le film 300, ça te parle, tu vois, genre, on n'était pas 300 au siège, mais tu vois, la crème de la crème, en haut, ils sont 10, et en bas, je décentralise les opérations. Et pour décentraliser les opérations, la seule solution, c'est de se payer des gros restaurants avec des general managers, des directeurs qui gèrent, bien payés. Et qui vont gérer le truc et qui vont faire, comme toi tu le dis, ta tranquillité, parce que le gars à Nice, il fait que ça roule en fait. Et il te gère ça comme une PME, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, le mec, et ça c'est le problème, c'est le bien payé, j'insiste là-dessus. Quelqu'un qui est fort mérite un salaire au niveau de sa compétence. Et le problème, c'est que ces niveaux de salaire-là sont incompatibles avec un restaurant qui fait 1 million, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne passe pas sur ton compte de résultat, c'est trop cher. En revanche, sur 4, 5, 6, ça passe. Et donc, en fait, on s'est complètement transformé en disant, on dégage Paris, on vend tout. J'ai de la chance de tomber sur un acheteur, il m'a acheté tous les restaurants d'un coup. Coup de bol. Très bien. J'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais je suis sorti du truc. Une fois de plus, le bol, tu vois, coup de bol. Du coup, on avait réduit notre siège et on a commencé à n'acheter que des gros restaurants avec un directeur dont le travail, c'est de faire la gestion de PME opérationnelle, de faire écran sur les problématiques opérationnelles. Les problématiques opérationnelles, c'est quoi? C'est très essentiellement le recrutement, la formation, les sujets techniques, la pompe de relevage ou le bac à graisse qui marche pas en début de service. Ça tu et évidemment, la relation clientèle au quotidien, s'assurer que le service soit le mieux fait possible. Et en plus de ça, l'optimisation. Parce qu'un mec qui est dans son restaurant à longueur de journée, il sait. S'il est câblé, il voit où il y a des sait te dire freins. qu'est-ce qu'il faut faire de mieux. Il sait te dire, faut qu'on ouvre plus tôt, faut qu'on ferme plus tard, faut qu'on change le modèle de réservation, faut qu'on augmente notre ticket moyen, tu vois. Et nous, au siège, on lui balance des process. En RH, on fait des contrats de travail qui sont améliorés sans cesse parce qu'on a eu ça et du coup. Toi, tu lui apportes quoi? De la fluidité de gestion, en fait. Moi, je lui apporte, première chose, un budget. Je lui dis, le restaurant, il va faire ça sur l'année. Et tu vas avoir le droit de faire ça en cost, en marge brute food de drink. Tu as le droit de faire ça en staff. Donc, ton prime cost, il va être de temps. Tu lui donnes des cadres. Tu vas avoir le droit de faire ça en autre coût. Et à la fin, si tu fais mieux, je t'en donne. Tu vois? Et en fait, on arrive à un niveau de précision genre assez dément. Parce que si tu prends l'exemple de 2024, sur mon groupe, on avait prévu de faire 6 917 000 euros de rémunération salariale, de charges salariales sur l'année. Et on est à 6 917 000. On avait prévu. On est à 6 900 000. C'est-à-dire, on a 17 000 ce qui sur ce volume est un cheveu, en fait. Que dalle. Que dalle. Et donc, enfin, on a atteint un niveau de précision, mais grâce à des talents, à la RH, à la finance, qui sont... Oui, parce qu'il y a un truc prévisionnel, et puis tu as un levier, tu as une cheville qui est celui que tu décrivais, donc le manager sur site, qui lui va pouvoir tout affiner et rester dans les cadres que tu lui as donnés à l'origine. Donc en fait, c'est... le gars, si en amont, tu as pensé ton restaurant en disant, bon, le restaurant il va faire ça à peu près en nombre de couverts, du coup, il va falloir tant de personnes en salle, tant de personnes en cuisine pour produire, les plannings, ça va donner ça, les grilles de salaire, c'est ça, tu fais des produits en croix, machin, ça te donne une masse salariale, tu lui dis, voilà, tac. Tu dois recruter tant de chefs de rang, tu dois recruter tant de commis, tant de machin, et lui, il recrute, il remplit. Qui y a dans le bastion de tête que tu décrivais, là, des 10, parce que ce que tu décris, ça peut pas venir que de toi, il y a forcément une matière grise qui est essentielle pour justement donner ce que tu décris là. C'est-à-dire les clés en disant, écoute, on a tout pensé, ça va se faire comme ça. Je vais même aller plus loin, que ça vient pas que de moi, ça vient pas de moi, en fait. Ça vient, moi, mon job, c'est de recruter les talents qui s'y connaissent bien sur des sujets. Et c'est quoi les profils des 10 qui t'accompagnent? C'est des gens qui sont, donc j'ai de la RH ultra important. On est 300 dans le groupe, avec une énorme volatilité entre l'hiver et l'été. Donc, voilà. Super travail de la RH. La finance,
comptabilité, reporting, contrôle de gestion. J'ai du marketing, des sales parce qu'on fait beaucoup de privatisation. Donc, tu as des gens qui sont à fond dans l'analyse, des gens qui sont à fond dans le développement. Tout ça travaille conjointement. Des gens qui sont à fond dans l'offre. Ouais. Comment je change mon offre, comment est-ce que j'optimise mon prix, comment est-ce que les achats et tout. Je vais avoir de la technique parce que notamment et du développement parce que j'ouvre des restaurants, j'en ouvre quasiment 1 à 2 par an, donc et on les fait nous-mêmes. Donc j'ai un associé, Jean-François Montfort, le fameux dont je te parlais, qui maintenant masterise le sujet de genre je fais des travaux et j'ouvre un restaurant de 400 couverts en 3 mois, et la direction des opérations qui supervise les directeurs. Ça c'est ta tête. Ça c'est le siège. Et du coup et le chef exécutif, pardon, Louis, le chef exé aussi qui nous. Ah d'accord. T'as un mec qui signe un petit peu, qui j'ai un directeur des opérations qui supervise les directeurs et j'ai un chef exécutif qui supervise les chefs. D'accord, ok. Donc ça, c'est notre structure. Okay. Et après, ceux qui sont sur le terrain, ils arrivent à rentrer de manière assez fluide en communication avec toute cette petite strate. Alors, ils ont un référent, c'est le directeur des opérations, qui est leur boss, leur N+1, leur référent, le mec, j'ai un directeur des opérations qui est un monstre, il est trop fort, il les pilote, il les challenge, il les pousse. À distance. Ah non, lui est à Nice. Et ouais. Non, lui il est à Nice. Et après, j'ai la RH qui va dire, voilà, grille de salaire, parce que ça donne ça, on a évolué de temps, il va parler avec les opérations, on croiser les plannings avec la grille de salaire, ça va donner une masse, et on donner au directeur, on dire, voilà, la roadmap de recrutement sur l'année. J'ai l'offre qui va travailler son produit, ses objectifs de marge brute, qui va dire à la finance, regarde, ça c'est la marge brute, voilà les objectifs de marge brute au mois et à l'année. Les sales qui vont gaver de chiffre d'affaires autant que possible le restaurant. Et tout ce petit monde, en fait, il fait que ça fonctionne. Et ajoutant à ça un élément qui est un peu exogène, c'est que on a eu la chance d'aller investir dans une ville qui est Nice. Ça fait longtemps qu'on n'investissait plus, en l'occurrence, sur la gastronomie et la restauration. Nice a été longtemps une ville. Moi, j'étais le Niçois. Moi, j'étais la ville de Vieux. Je venais de la ville de Vieux où on s'emmerde et tout. Et en fait, c'est ma petite revanche que de montrer qu'en fait, Nice aujourd'hui est une ville qui revit beaucoup de succès, qui a été sans partir dans la politique. Franchement, la mairie actuelle a vraiment transformé la ville au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'attractivité, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Arrivée du Tour de France, tu vois, il y a des événements, la ville est vraiment belle. Je sais pas si tu connais, mais en gros, ça, moi, je l'ai vu évoluer. Très peu. Je l'ai vu évoluer. Tout comme j'ai vu, en tout cas de ma vision, pareil, faire le chemin inverse et devenir très difficile à vivre. Mais ça, c'est plus une analyse personnelle. Et puis, je sais pas, la ville, elle a hype, elle marche toute l'année. Elle est hyper présente sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est une des villes les plus Instagrammées d'Europe. C'est la deuxième ville où il fait le plus beau en Europe. T'as encore un article dans Le Monde sur l'exode des Américains vers la ville de Nice. Il fait beau 300 jours par an. T'as 400 000 locaux, 2 millions de touristes en hiver, en été. T'as la mer, t'as la montagne. C'est vrai que sur le papier, il y avait quelques trucs. Un aéroport international dans la ville qui t'emmène en direct aux États-Unis, en Chine, Dubaï, à Paris. Enfin, tu sais, ouf. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas le train. Enfin, en tout cas, on a un train qui est trop long pour aller à Paris. Et du pouvoir d'achat. Clientèle qui a de l'argent, clientèle internationale qui consomme beaucoup plus que les Français au restaurant, qui boit des cocktails, qui s'éclate. Et tout ça, en fait, t'arrives dans une ville où... On avait oublié Nice, en fait, quand on y pense là. En fait, on avait oublié. Et Nice, c'est une ville qui s'est révolutionnée depuis 5 ans avec énormément d'offres gastronomiques. T'as plein de chefs qui sont allés s'installer, t'as des étoiles qui débarquent de tous les côtés. T'as quand même 300 millions d'euros d'hôtels 5 étoiles qui ont ouvert en 5 ans. En 3 hôtels. Maison Albar à Nantara, le couvent. C'est 100 millions d'euros chaque hôtel. Ils ont ouvert côte à côte. Pour te dire un peu la dynamique de la ville. Et sur la restauration, Océan Bleu. Tu débarques à Nice. Moi, je débarque avec Faragondoro puis Boccanissa. C'est encore le kir et la pizza sur le Coursaillien. Moi, les gars qui regardent comme ça, restaurant de concept, déco léchée, musique comme ça, les serveurs. On est arrivé au bon moment. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ça fait un carton. Et maintenant, Boccanissa est un peu genre un must-do quand tu viens à Nice. On est pareil sur tous les listes, les trucs que faire quand je viens à Nice. Et donc, du coup, où on était, j'en étais là. J'ai vendu les restaurants à Paris. Changement de vie. Épiphanie Alors, changement de vie, pas perso, parce que moi, maintenant, je suis beaucoup plus à Nice, mais j'ai quand même resté pendant longtemps à Paris. Ce qui prouve que le modèle est solide. Parce qu'en fait, j'ai quand même piloté des restaurants à Nice pendant 4 ans. En restant, sans y être. Mais c'est pas rien. Vachement intéressant. Parce qu'en fait, t'es pas dans les opérations du tout. T'as 1000 km qui te séparent du lieu. Tu peux complètement avoir une réflexion stratégique, tu vois. Et en fait, les restaurants, ils tournent bien.
qui est impressionnant, c'est la structuration de ton histoire, hein, parce que en fait, ça tourne parce que c'est extrêmement bien structuré et que les maillons de la chaîne, ils sont hyper solides. Mais c'est la clé en fait. Il n'y a pas d'autre explication. Évidemment, le succès commercial, la capacité à comprendre les lieux, les gens et ça explique le chiffre d'affaires. Mais la boîte en elle-même, c'est rien d'autre que des gens, quoi. Ouais. C'est genre, tu trouves les bonnes personnes au bon moment et ces personnes-là, elles vont prendre à bras le corps un sujet. Pas partir dans les stéréotypes de A players, B players, C players, mais en fait, si t'as que des gens qui sont autonomes, qui ont envie d'apprendre, qui sont tout le temps là pour t'améliorer la machine. Oui, mais il faut avoir la vision aussi de savoir où sont tes besoins et comment, et ça petit à petit, avec le temps, tu l'affines et avec toutes tes expériences. De savoir justement comment il fallait que tu structures tes équipes et de quelles compétences t'avais besoin à quel endroit. Ça, c'est un truc qui n'est pas si évident que ça. Je saurais pas te dire. Moi, ça m'a semblé assez évident. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'identifie un truc que je déteste, c'est la répétition des tâches. Je déteste refaire plusieurs fois un truc que ça marche aussi bien chez moi pour faire les machines, tu vois, qu'au bureau. Tu ne fais plus de machines, en fait, c'est ça? Si, mais ça me saoule. Parce qu'en fait, je me dis, putain, mais c'est pas possible, tu vois, genre tous les jours, tu refais la même chose. Ouais. Et à partir du moment où tu fais un truc dont tu estimes que tu le fais trop souvent, il faut le déléguer et le filer à quelqu'un qui va le faire souvent. Ça va pas l'emmerder, lui, et il va certainement le faire mieux que toi. Et en plus, si tu trouves quelqu'un qui est capable de dire, attends, je te le prends. Et en plus, il arrive à te dire, on pourrait le faire tu un le peu fais tout le temps, mais en ouais. fait, si je le fais autrement, tu auras plus à le refaire. Ouais. Voilà, t'as gagné. Tu vois. En fait, c'est des rencontres. Je rencontre un broker qui est en fait le meilleur de Nice. Je lui dis, je veux une plage. Parce qu'à Nice, le sommet du restaurant, c'est une plage sur la promenade des Anglais, qui sont normalement des concessions qui sont allouées tous les 12 ans. Moi, en 2020, j'ai loupé la location je me suis juste pas occupé du truc. J'avais trop de sujets. Ouais. Et il se trouve que dans le Carré d'Or, la partie très belle de la promenade des Anglais, il y a un mec qui vend une plage. J'achète sa plage. C'est beau camard. Le truc, pareil, on multiplie quasiment par 2 le chiffre d'affaires, par 10 le résultat net en l'espace d'un an. Là, on fait un opening en juin avec The Avener qui vient sur la plage. On a des DJ internationaux qui viennent. La plage, elle fait 1200 couverts par jour. Tu vois, c'est un autre monde. Elle est ouverte toute l'année. Là, on a fait 600 couverts le week-end dernier, à samedi, quoi. Déjeuner. L'insolence du truc. Je suis pas là pour étaler le succès, tu vois. C'est juste que, mais genre, non, mais c'est un fait. En plus, j'adore. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrence dans la restauration. Donc, en fait, j'ai envie de dire aux gens, venez ouvrir des restos à Nice. Ouais, bah ouais, c'est une émulation, bien sûr. Venez voir. Ouais. Derrière, on achète une institution locale qui s'appelle le Félix Faure. Nice n'est pas une ville avec une culture gastronomique hyper poussée. Nice est une ville française depuis peu, comparativement à des Lyon, où tu as une vraie culture gastronomique. Et Nice est une ville qui n'a pas beaucoup d'argent à la base. Donc, cas de culture gastronomique assez limitée. On n'a pas d'institutions qui ont 200 ans. Mais le Félix Faure est un restaurant qui revient des années 60, qui était au lieu de l'école de Nice, c'est une école, un cours artistique, l'endroit où tout le monde allait et qui est devenu le Félix Faure, je sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit, il faut que j'achète le Félix Faure parce que c'est genre l'institution qui était devenue un peu moyenne, sans jugement de valeur, mais en tout cas pas à notre niveau d'exigence. On rachète le restaurant, on le refait intégralement en mode, je sais pas si tu as vu des photos, mais un peu fou, avec des salles de couleurs hyper différentes, une salle rouge, une salle bleue, une salle verte, une salle orange, enfin genre succès énorme. Le restaurant fait 450 couverts par jour, ça ne désemplit pas. Mais attends, où étaient ces gens avant? Mais en fait, t'es sur la vague, t'es sur le bon. Nice a beaucoup vécu avec Monaco et Cannes. Tu vois, les gens qui sortaient, ils allaient à Monaco ou à Cannes. Ils allaient ailleurs, et maintenant ils vont à Nice. Et ils viennent chez nous. En tout cas, en partie. Après, il y a plein de restaurants qui marchent super bien à Nice. Bien sûr, bien sûr. Ouais. T'as un groupe oui, mais là, tu parles de italien. volume énorme. Donc, ces gens-là, c'est bien qu'ils étaient atomisés. Enfin, ça partait. Ouais, mais ils avaient pas leur lieu, en fait. Ils allaient avant. Mais t'as aussi des restaurants. T'as une chaîne italienne qui est connue qui s'appelle le groupe Canatella à Nice, qui fait depuis les années 70, je crois, la restauration italienne. Qui s'intéresse probablement un peu moins, même si c'est plus le cas aujourd'hui, à la déco, mais qui est un succès parce que tout le monde va chez les Canatella. C'est genre. Nous, ils viennent parce qu'ils allaient là-bas et maintenant ils changent de lieu et qu'en fait c'est un restaurant qu'on estimait de beau, avec un bar à cocktail, avec de la musique. Les mecs sont bien sapés, les nanas sont belles. Tu vois, c'est un peu... Voilà, c'est... Et dernier sujet en date, là on a racheté une autre institution sur le Cours Saléa, qui est donc le marché aux fleurs, la place centrale de la ville, qui s'appelle le Café des Fleurs, on a acheté 2 cellules côte à côte. Très gros, pour faire ça j'ai vu. Plus gros restaurant pour faire le grand Café des Fleurs qui ouvre dans 3 semaines.
Et enfin, on se lance. Alors, c'est plutôt mon associé Georges qui est hôtelier, mais Georges est devenu un peu amoureux de la ville de Nice en disant putain, mais c'est vrai, il y a un truc. Il aime beaucoup dire, tu vois, c'est le Miami des États-Unis. Et il dit, bah moi, il faudrait qu'on fasse de l'hôtellerie. Le marché de l'hôtellerie est très poussiéreux à Nice encore. Et on a signé il y a une semaine un hôtel à Nice, un 40 chambres, qu'on va refaire intégralement avec des architectes espagnols pour faire de la restauration de caractère 4 étoiles. Pour créer un écosystème, en fait, et se dire, on va prendre le touriste, il va arriver dans l'hôtel, il va bénéficier des transats de Bocamar, il va aller dîner au Félix, il va aller prendre son petit-déj au Café des Fleurs, il va aller prendre son apéro chez Bocanissa, et en fait, on a créé une espèce de resort dans la ville. Le panorama de l'hôtellerie-restauration. Voilà. On a tout le panorama. Cet hôtel est plutôt un hôtel Véry, donc de mon associé Georges. On est impliqué dedans parce que, voilà, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet difficilement pénétrable. L'hôtellerie, ça coûte cher, il faut avoir de l'expérience. Moi, j'en ai pas. J'apprends un nouveau métier et c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire. Alors, la question qui me vient, et je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, puisque de toute façon, tu es au bon endroit, au bon moment, et tu as ce nez qui t'emmène là où il faut, comme il faut, tu vois. Mais quand tu décris le style de ces adresses-là, et pour renouer avec une phrase que tu as dite un peu plus tôt, qui est que France, États-Unis, Paris, province, il y a ce truc de, à un moment, les concepts découlent et partent peut-être de la capitale pour arriver après dans des villes de moindre envergure démographique. Est-ce que ces concepts-là, tu penses qu'ils vont vieillir? Est-ce qu'à un moment, on n'en aura pas marre, justement, des grandes adresses, des grands endroits, des jolies nanas qui servent comme tu décris, tu vois, ce truc-là, un petit peu hype, des ambiances, des décos? Comment tu projettes ça dans le temps? Sur les jolies nanas, je parlais plutôt des clientes que des serveuses. On n'est pas Cost, version 2020. Parce que ça faisait penser un peu à ce truc. Nos serveuses sont vraiment c'est pas un critère incroyable, mais c'est pas du tout un critère de sélection. On enlève ce truc. On est revenu de ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est lié à l'ambiance travaillée. En fait, c'est alors déjà moi c'est ce qui fait que Paris, j'ai trouvé ça. Je commence à trouver ça. Il y a une espèce de hype de la restauration à Paris sur les 10 dernières années qui conduit à un taux de mortalité gigantesque parce qu'en fait, tu ouvres un concept et 6 mois plus tard, t'as un mec qui fait un truc mieux. Et puis 6 mois après, t'as un mec qui fait un truc mieux. Et t'as des mecs qui font les trucs 100 fois mieux que toi sans les citer parce qu'ils ont les meilleurs spots de Paris, ils ont énormément d'argent. Et du coup, c'est pour ça que moi, je pense que si je reviens à Paris pour faire la restauration, je n'investirais que dans du café. Enfin, tu vois, le café d'angle, le truc immortel qui est là pendant 100 ans, 200 ans. Et ça, c'est vraiment le cas de Paris. À Nice, c'est quand même une petite ville. Et finalement, la probabilité pour nous, on a acheté les plus gros restaurants de la ville. Genre là, il n'y a plus rien à acheter aussi grand. Je suis désolé pour ceux qui disent il n'y en a pas. À tous ceux qui, depuis le début de l'épisode, se disent mais c'est l'Eldorado, il faut absolument qu'on y aille. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y en a plus. C'est fini. On a acheté tous les plus gros restaurants de la ville. Et donc, en fait, la probabilité pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse mieux que moi à Nice, elle est oui, peu mais probable. Attends, les lieux, ok. D'un point de vue concurrentiel, mais à un moment, il y a des lieux qui se désertent, il y a des tendances qui se meurent. RIP les cafés lounge, les choses comme ça. Quand tu as une plage privée, tu es sur la Méditerranée, devant le paille de la Méditerranée sur la promenade, quand tu as un rooftop sur le Vieux-Nice à l'entrée du Cours Saléa, que tu as la plus grosse brasserie de Nice en termes de taille, que tu as un café sur le Cours Saléa... ce que tu vas dire, tu rentres dans les archives, tu sais qu'on va se le réécouter dans 5 ans, cette histoire. Mais... Non, oui, je suis d'accord. Okay. Vas-y. Je ne suis pas devin. Je t'ai expliqué que je me suis planté en pensant avoir trouvé l'Eldorado. Je me suis planté. Mais quand tu as tout ça, que ta restauration, elle est pas... Je fais pas de la fusion sud-américaine. Je fais un bar à tapas dans une ville où les gens ils aiment prendre l'apéro, une brasserie avec magret de canard, des pizzas et un café sur le marché le plus passant de la ville. Oui, des marqueurs qui ont le truc qui pourrait faire que mon restaurant s'éteint, c'est qu'en fait, ma déco, je l'ai pas changé dans 7 ans et que sur le restaurant soit en lambeaux et que ce soit plus du tout au goût du jour. Mais honnêtement, comme on est positionné, on n'est pas, tu vois, je pourrais m'inquiéter si j'étais au fin fond de la ville et que je bénéficiais en fait d'un flux de gens qui me voient sur les réseaux. Là, je suis là où les gens vont quand ils viennent à Nice. Et donc, forcément, je fais rentrer du monde. Donc ça, c'est pas trop un truc qui me stresse. Donc, pas de stress de ce côté-là. Et du côté des envies, quand on a tout acheté et qu'il n'y a plus de place, on a envie de quoi? T'as envie de quoi justement aujourd'hui? Alors, il y a ce nouveau terrain qui s'ouvre, qui est l'hôtellerie, qui est amusant à explorer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est quoi le terrain de jeu, il est énorme. Aujourd'hui, j'aime Nice parce que je trouve qu'on arrive au bon endroit au bon moment. On a bénéficié d'une hype qui se crée et on est dedans et on a vraiment... Alors, on n'a pas tout acheté. Oui, bien sûr. On a acheté quand même parmi les plus beaux emplacements de la ville qui étaient disponibles.
Et honnêtement, aujourd'hui, je sais pas trop si j'arriverai à acheter autre chose dans la ville parce que, vu la taille qu'on cherche et tout, vu les emplacements, je sais pas. Mais le truc, c'est que le terrain de jeu, il dépasse largement la ville de Nice parce qu'on est quand même entre Monaco et Saint-Tropez. Et la Côte d'Azur, c'est la Côte d'Azur. Et donc, aujourd'hui, des opportunités qui se présentent à Cannes, des opportunités qui se présentent à Monaco, des opportunités qui se présentent à Saint-Tropez. Donc, la logique, elle est de se déployer au niveau régional, avec ses contraintes, avec ses typologies de restauration. Saint-Tropez n'est pas Nice, Nice n'est pas Saint-Tropez, et Cannes aussi est très différente. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à le faire. Et puis, plus tard, pourquoi pas dépasser les frontières de la région, voire du pays. Parce que à partir du moment où on a craqué, j'ai un truc dont j'ai pas parlé, c'est que j'ai quand même un restaurant à la Baule. Ah oui. Bah oui. J'ai quand même une plage à la Baule. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en 2022, quand je cherche à me développer, mon associé Jean-François étant né à Guérande, d'accord, me dit il y a une des plages les plus grosses et connues de la Hanse, c'est à Pornichet en vrai. Donc c'est la Baule Pornichet, c'est à côté, qui est à vendre. Est-ce que tu veux pas qu'on l'achète? Et on l'a acheté. D'accord. À l'époque, ça avait un peu de sens parce qu'on était encore à Paris. Maintenant, la Baule Nice, j'avoue que c'est un peu compliqué. Ouais. Même si t'as un EasyJet qui fait, les gens qui n'aiment pas l'avion vont dire ce mec est un connard, il détruit la planète. J'y suis allé 3 fois depuis que j'ai acheté le restaurant. Bon, ça va. En bilan carbone, ça va, ça passe. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, notre modèle. Parce que ta phrase a commencé par j'ai craqué quelque chose. Donc, j'ai craqué quelque chose. C'est que j'ai réussi à rendre relativement indépendant des unités à distance. La Baule vit tout seul. Il y a un directeur qui s'appelle Baptiste qui fait un très bon travail tout seul. Et en fait, notre modèle de responsabiliser énormément des directeurs dans des business units qui peuvent les payer correctement et qui les abreuvent de process via le siège, permet d'envisager d'ouvrir loin. Tu vois. Et tout à l'heure, tu me disais ton directeur des opérations, il est à Nice. Ouais, il est à Nice parce qu'aujourd'hui, mon plus gros pôle d'activité, il est à Nice. Donc, ça a du sens. Mais demain, mon directeur des opérations va pouvoir se déplacer, je sais pas, évidemment à Cannes, à Monaco, à Saint-Tropez, mais pourquoi pas ailleurs, à Barcelone, à Ibiza, j'en sais rien, en Grèce. Tu vois, des endroits cool, quoi. Ouais, je vois très bien. Des endroits où on a envie d'être. Ouais, je comprends. Donc, alors, je sais pas si je l'ai craqué, c'est peut-être pas le terme, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, le modèle de structure, il fonctionne. Parce que concrètement, les restaurants sont indépendants. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on a quand même une vision au quotidien de ce qui se passe dans le restaurant. Tu peux faire des reportings. J'ai des reportings hebdomadaires, mensuels. Je vois mes avis clients, je vois mon chiffre d'affaires, évidemment. Je vois l'évolution de mes stocks, je vois qui est là, qui est pas là. Je vois les gens, parce que je fais une visio et qu'en fait, même si c'est pas aussi bien que se voir là, tu les vois quand même. Il y a un ensemble de choses qui te permettent de le faire, quoi. On a toujours été hyper adepte de la tech, des outils de gestion de projet et tout ça. Donc, en fait, on est hyper digitalisé et donc ça marche bien, quoi. Pas mal. Il y a de belles perspectives. J'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, je vais pas dire grand-chose et je ne vais pas me risquer à synthétiser cet échange car on a abordé à travers son histoire nombre de sujets essentiels pour un entrepreneur de la restauration. Mais tout de même, ce récit, et merci Jean de nous l'avoir livré ainsi, en toute transparence, il est clair sur bien des points. Moi, ce qui m'a touché, au-delà de tous les tips qu'on peut en retirer, c'est la nécessaire résilience dont il faut faire preuve et l'aspect humain et psychologique qu'induit ce genre d'entreprise. Car les entrepreneurs qui nous écoutent le savent, mais tous les autres un peu moins, la vie d'un chef d'entreprise est loin d'être de tout repos et il coûte énormément à quiconque veut se lancer. La route n'est pas faite que de succès et il faut plus souvent se relever que célébrer. Et la posture du chef n'évite pas la peine et la difficulté. Quand il faut fermer, par exemple, s'avouer vaincu d'une part, mais surtout dire aux gens qu'on avait convaincu qu'en fait, l'histoire s'arrête. On est loin ici de la figure caricaturale du big boss qui prend et jette les autres de sang-froid. Bref, au-delà des questions qu'il pose parfois en y apportant sa réponse, d'ailleurs vous pensez vous que Paris est mort ou qu'il faut miser sur les gros restos? Ça se défend, je trouve, il a de bons arguments, mais bref, en dehors de tout ce que Jean nous partage de sa vision, c'est la fibre de l'entrepreneur, que son parcours et son discours éclairent, et je me suis dit qu'il était bon, par ce format, de dire ainsi l'histoire de celles et ceux qui dirigent les entreprises. Alors merci Jean d'avoir pris le temps de raconter sans filtre la tienne et longue vie à Panorama.
t'as réussi à me donner envie de revenir à Nice pour constater le bien que tu y fais. Si vous passez par là, allez le saluer, vous pouvez pas le louper, c'est sûrement le plus grand de la salle de son bar ou de son restaurant. Merci donc de nous avoir écoutés, comme chaque vendredi, pour ce rendez-vous dédié à l'entreprise dans le monde de la restauration. Ravi que ces échanges vous inspirent tant de réactions et que vous soyez aussi nombreux à les écouter. N'oubliez pas d'ailleurs de partager sur vos réseaux les épisodes qui vous parlent, comme celui-ci évidemment. Mettez une note sur votre plateforme, c'est la meilleure manière de faire connaître notre travail et surtout le talent de celles et ceux qui me font le plaisir de venir à ce micro. Je vous souhaite un bon week-end, c'est l'heure de profiter, de faire le marché, d'aller sur la promenade des Anglais pour parler à ceux que vous croisez de votre podcast préféré. Salut!